Cette semaine, j'accueille sur InPower un ingénieur pas comme les autres, parce qu'Ulysse a décidé de dire au revoir à la vie de bureau pour se consacrer à plein temps à l'accomplissement de ses rêves. J'ai mis, je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. Voilà ce que je veux faire. Tu vois, c'est le truc qui m'anime, quoi. Le jour où je l'ai écrit, j'en dormais plus. Je suis en mode, Alors dit comme ça, on se croirait presque dans une secte de développement personnel, mais fort heureusement, Ulysse reste très pragmatique et nous partage toutes les difficultés qu'il a rencontrées avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. En fait, c'est bien d'avoir peur. La peur est une émotion positive. Si tes rêves te font pas peur, c'est qu'ils sont peut-être pas assez ambitieux. Faire un combat de Muay Thai, partir écrire au Groenland, vivre en autosuffisance dans la jungle, ce n'est pas moins de 100 défis que s'est fixé Ulysse à réaliser dans sa vie. J'adore cette phrase, ça explore ta curiosité, documente-la. Tu t'es laissé faire piquer. Ouais, je suis allé dans une tribu indigène et je leur ai dit, vous avez pas des fourmis-balles? Ils m'ont dit, si, il y a un arbre là-bas, on peut t'en attraper une et tout, et ils m'ont piqué. Ouais, en vrai, c'est un miracle que je suis encore vivant. Et il nous partage aujourd'hui, au micro d'InPower, les enseignements tirés de cette aventure. Parce que t'es pas capable de survivre tout seul dans la forêt. Si tu prends un chimpanzé et un homme, tu vas dans une jungle. Moi, je parie sur le chimpanzé en termes de survie. Je parie pas sur l'homme. Petit big up à toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube. Ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ulysse Lubin. Bienvenue Ulysse sur InPower. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans, bientôt 29. Mon Dieu. Et je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. C'était pas 45 au début? J'en suis au 45e. T'en es déjà au 45e, ok, génial. On va tellement pouvoir parler de... J'ai 45 histoires à raconter. Ouais, génial. Souvent, ça veut un peu tout et rien dire, parce qu'entre le premier, tu vois, où tu mémorises 1000 décimales de pi pour t'amuser, pour comprendre les mécanismes du cerveau, et le dernier où tu pars combattre professionnellement au Muay Thai, c'est pas la même limonade, quoi. Donc c'est plus un chiffre qui veut tout et rien dire, mais c'est plus une quête, quoi. Et donc, en chemin, je documente toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Ok. Et voilà, donc sur les 3 dernières années, j'ai relevé 45 challenges. 45 challenges, Donc c'est à 25 ans que tu t'es fixé ce challenge, ce défi? Ouais, le jour de mes 26 ans. Tu vois, ça fera bientôt 3 ans en février. Ok, le jour de tes 26 ans. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a mené à prendre cette décision? Parce que j'imagine qu'on la prend pas un jour en se réveillant, quoi. Ouais, non, j'ai pétage de câble. La crise de la quoi? De la vingtaine, crise ça de existe? la 26e. Pour te la faire courte, j'avais une start-up que j'ai plantée. Ah non, il faut pas la faire courte. Et On a 1h30 pour parler. Tu vas tout me raconter. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu lances quelle boîte? Avant ça, en fait, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. J'avais pas du tout envie de travailler là-dedans. C'était plus par curiosité, comprendre physiquement le monde dans lequel on vit. Ingénieur photonique, donc c'est la science qui fait le lien entre le photon, les particules de lumière et l'électronique. Donc hyper spécifique. Très spécifique, tu vois. Tu fais de la physique quantique, des trucs comme ça. Voilà, j'avais aucune envie de bosser dans un labo ou autre. C'est pas fait pour moi. Donc ma porte de sortie, c'était l'entrepreneuriat. Donc j'ai traîné dans tous les trucs de start-up, tous les trucs. J'adorais l'espace, tu vois. Je passais mon temps dans les hackathons de la NASA, de l'ESA, du CNES, etc. J'ai fini par remporter un concours de start-up d'un pote qui m'a dit, j'ai vu que tu faisais ça souvent, viens, on va faire celui-là et tout, ça a l'air cool. Je dis, vas-y, je viens. Petite idée à la con, juste pour rigoler, quoi. Et en fait, on a gagné le truc et ça nous a donné Qu'est-ce que des vous aviez bureaux, pitché? etc. On avait pitché une plateforme. En fait, on faisait découvrir les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. Une sorte de TripAdvisor des services numériques, tu vois. D'accord, ok. T'as les adresses physiques un peu partout, où tu mets des avis, etc. Donc on voulait des adresses numériques, on voulait les répertorier, les tester, les faire découvrir et tout. Et on a fait ça, en fait, c'est parti un peu sérieusement. Pendant 3 ans. On n'a jamais trouvé de modèle économique, on s'est planté. On a fait toutes les bêtises possibles et imaginables que tu peux imaginer quand tu lances une première boîte. Vas-y, dis-les, comme ça, peut-être on évitera à certains et certaines de les faire. Allez, on balance comme ça en live. En fait, on aurait probablement dû passer la majorité de notre temps à parler à nos clients, itérer sur le produit, tester des modèles économiques, essayer de faire du cash. Nous, on a passé la majorité de notre temps à faire des business plans, à aller voir des banques pour essayer de lever des fonds, parce qu'on était content de passer à la télé, de faire des concours de start-up, convaincre tout le monde que tout allait bien et que c'était trop cool. Alors qu'en fait, on faisait juste pas de sous, quoi. Et donc, on passait des heures à faire des trucs jolis parfois, mais qui sont pas efficaces, quoi. Enfin, on était trop dans une recherche de statut, je pense, pas assez on était pas assez... C'est peut-être la dalle. Ouais, c'est peut-être le problème de la jeunesse. Je sais pas, hein, mais je pense que comme ça devient vraiment stylé de monter sa boîte, ou en tout cas de l'extérieur, d'avoir ce statut d'entrepreneur-là, je pense qu'en effet, il y a peut-être moins la rationalité de la rentabilité, des consciences que tu as peut-être quand tu as eu d'autres expériences ailleurs ou que tu as plus de jus, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, on était carrément inexpérimentés, surtout. On pensait que ce qu'on faisait, c'était trop bien. On était persuadés de ça. C'est après, a posteriori, quand tu analyses et que tu fais l'autopsie de ta boîte, tu te dis mais waouh, mais j'ai passé tellement de temps à faire des trucs qui servaient à rien.
Et ton associé, il venait aussi du même background que toi? Ouais, même école, etc. D'accord. Donc c'est peut-être aussi là la complémentarité des profils. Vous aviez zéro profil business, qui avait peut-être plus de billes sur le modèle économique ou sur comment faire du chiffre, quoi. C'est possible. Franchement, pour autant, après, j'ai enseigné en école de commerce et ils sont nuls en business aussi. Donc, C'est dit. Ouais, enfin, c'est pas là que tu apprends l'entrepreneuriat. En fait, c'est quand tu montes des projets que tu apprends à faire du business pour de vrai. C'est pas quand tu fais des cours en business plan. Mais alors, comment faire si tu veux monter un business que tu n'as pas étudié le business sans peut-être faire les erreurs que vous avez faites Je pense qu'il faut les faire. Tu penses qu'il faut les faire? Ouais. Ou alors, faut être hyper inspiré, trouver le bon angle direct, ou avoir de la chance, ou avoir le bon background, avoir les bonnes personnes dans ton entourage. Ouais, les bons conseils, je pense. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qui vont amener une boîte au succès ou à la réussite. La réalité, c'est quand même beaucoup des gens qui entreprennent pour la première fois se plantent. Mais ce qui est hyper normal, tu vois. Ouais, il faut d'ailleurs le démocratiser, ouais. Ouais, c'est... Moi, je suis content de m'être planté, parce que j'aurais probablement été malheureux en tant que dirigeant de start-up, tu vois. Je suis pas un bon leader, je pense que je suis pas un bon manager, plutôt. Ouais. Tu vois, j'ai très peu de compassion pour les gens. J'ai du mal à adapter mon niveau de communication parfois. Je suis pas patient, j'aime pas me répéter, etc. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus aligné avec une activité en solo player, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on l'est de moins en moins bon manager. Et en fait, je trouve ça assez marrant parce que il y a encore 10-20 ans, ce que t'aspirais à être, plus qu'entrepreneur, c'était manager. Ouais, tu vois, le truc un peu stylé, c'est je manage tant de personnes, je suis grand manager, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait plus rêver personne et que c'est à la fois, comme tout en fait, il y a du positif et du négatif dans cette constatation, c'est que d'un côté, je pense que les gens arrivent à plus se placer peut-être au premier plan et se dire j'ai vraiment envie d'aller poursuivre mes rêves et faire ce que tu fais, effectuer ma quête. D'un autre côté, on vit peut-être dans un monde où on a de moins en moins de compassion les uns envers les autres et on essaye de moins en moins de se comprendre parce que, en fait, je sais pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'en voit pas le sens, quoi. Ça veut pas dire que je comprends pas, tu vois. Je fais vraiment une différence entre l'empathie et la compassion. Je pense que je suis très empathique. Tu vois, j'arrive très bien à mettre à la place des gens, à comprendre leurs problématiques, etc. Mais j'ai ce côté très masculin qui va me dire, en fait, on va essayer de résoudre les problèmes, arrête de te plaindre, tu vois. Parce que moi je passe mon temps à voyager, à me mettre dans des situations pourries et en fait quand je me plains ça change rien à mon quotidien. Donc, et tu penses que c'est masculin, ça? Tu penses que dans ton éducation t'as été éduqué à... Je pense que c'est quand même très lié à la masculinité, le fait de quand t'as des problèmes vouloir résoudre absolument, tu vois, on est un peu moins empathique, je pense. En fait moi je suis vachement comme ça, c'est le mantra de je ne sais quoi, c'est un problème, une solution. Je déteste me dire qu'il n'y a pas d'issue, en fait, il y a toujours une issue, sinon c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc je pense que peut-être qu'en effet, dans l'éducation, on a plus tendance à pousser les hommes, ou en tout cas, ou à l'inverse, à encourager les femmes à se soucier plus des autres que les hommes ne le font. Mais voilà, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'éducation. Ça, je suis 100% d'accord pour le coup, que c'est lié à l'éducation. Je regarde plus ça d'un point de vue un peu, tu vois, quand tu prends du recul, tu regardes un peu les types de professions, etc. Les professions où justement il faut avoir beaucoup d'empathie envers les gens, beaucoup de compassion, etc. sont majoritairement féminins, tu vois, psychologues, les professions de santé, etc. Ouais. Donc je regarde plus ça d'un point de vue, me dire, voilà, pour autant, tu vois la tendance inverse, et c'est trop cool, et voilà. Mais moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je suis plus... ça m'intéresserait de savoir ce que tu as observé. Je le suis pas trop, tu vois. J'aimerais l'être plus d'ailleurs, mais j'ai du mal, tu vois. D'ailleurs, c'est assez inavouable de dire j'aime pas travailler en équipe. Moi, je sais que j'aime pas travailler en équipe, mais il m'a fallu devenir inemployable et me dire je m'en fous maintenant, j'ai brûlé les bateaux et quoi qu'il arrive, j'ai crié haut et fort que de toute façon, je chercherai plus de job, quoi, parce que je suis trop aligné dans ce que je fais, pour pouvoir me dire en fait, toutes ces années, je me forçais à vouloir travailler en équipe alors que c'est juste pas fait pour moi. Je comprends que ce soit fait pour plein de gens. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, ça me correspond pas. Non, mais c'est vrai que c'est bien de l'admettre. Et c'est dommage qu'il y ait encore peut-être des jugements de valeur sur les fonctionnements de chacun. Enfin, tu vois, moi, je te juge pas du tout parce que tu t'es pas fait pour bosser en équipe, tu vois, c'est ton fonctionnement. L'important, c'est que tu le connaisses et que voilà, tu capitalises sur tes forces. Et quand est-ce que tu t'en es rendu compte, justement, après cette expérience entrepreneuriale ? Non, après, quand j'ai commencé à me lancer dans mes défis, faire tout par moi-même, etc., je me suis dit, mais c'est tellement plus simple là, je me sens tellement mieux, j'ai pas besoin de m'adapter à quoi que ce soit. Alors peut-être qu'ensemble on va plus loin, mais peut-être pas toujours. Ouais, et que t'as pas forcément envie d'aller plus loin, quoi.
Ouais. C'est aussi un truc qu'il faut accepter, quoi, de se dire, moi, si jamais je retire beaucoup de plaisir du fait de travailler seul, ben, en fait, même si j'irais potentiellement plus loin avec une équipe, je préfère rester seul, et, voilà, aller moins loin, mais en tout cas, kiffer chaque jour, quoi. Il y a un livre qui s'appelle Company of One de Paul Jarvis où il explique un peu cette idée. Comment tu peux créer la meilleure entreprise d'une seule personne. Et l'idée, c'est un peu de minimiser tes responsabilités, de maximiser tes profits et de te mettre ce qu'il appelle des profit limits. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas te dire, là, je pourrais grandir encore, je pourrais gagner encore plus d'argent, mais je ne vais pas le faire. Parce que ça voudrait dire de changer mes processus, de recruter, etc. Et je valorise plutôt, je sais pas, peut-être mon lifestyle, ma liberté, etc. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus une émergence de ce qu'on appelle les business lifestyle, tu sais, de gens qui, un peu comme moi, hein, enfin, moi j'ai quand même un business qui vient soutenir cette vie-là, donc qui se lancent en freelance ou qui font des trucs, mais qui se dégagent un maximum de temps pour eux aussi, parce que les priorités changent, quoi. Ouais. Et jeune, moi, c'est ça que je trouve assez fou, c'est que, du coup, tu plantes ta boîte, t'en retires beaucoup d'enseignements, vous faites beaucoup d'erreurs, principalement le fait de ne pas se concentrer assez sur le modèle économique. C'est quoi le jour du dépôt de bilan ? C'est dur. En fait, moi, je me suis enfui. Tu vois, pas facile, hein. En fait, tu vas vraiment à l'enterrement de ton enfant, quoi. Donc, je voulais pas y aller. Donc, je suis parti en Amérique latine. Je suis parti 2 mois en voyage, en solo. Mon premier voyage vraiment solo, backpack, tu vois. J'avais déjà fait des petits voyages, etc. Mais là, je suis parti en mode sérieux. Et à un moment donné, je dû revenir parce que justement, il y avait le rendez-vous avec les avocats et parce que j'avais plus de thunes et parce que il fallait bien passer à autre chose à un moment donné, quoi. Ouais. Et donc, je suis revenu, on s'est revu avec les associés, on a dit, OK, on arrête, on finit tout. Et en fait, ça a été un gros soulagement pour toute mon équipe. Ils étaient super contents que je dise, moi, j'étais le dernier obstiné, quoi. Parce que c'était moi le CEO, donc j'étais... on peut encore sauver l'épave. Ouais, j'ai dit, on peut peut-être faire ça, on peut peut-être essayer de vendre le truc, on peut peut-être... Et après, j'ai dit, non mais venez, on arrête tout. On se libère de ça. OK, c'est pas grave. On a passé 3 ans. C'est dur de se dire, est-ce que j'ai pas gâché 3 ans ? Pour autant, non. En fait, j'ai compris plein de choses sur ces 3 années. Mais donc, on a décidé de faire le deuil. C'est très libérateur parce que tu peux écrire l'histoire que tu veux derrière. Ouais. Tu repars d'une page blanche, ce qui est un moment très enthousiasmant. À chaque fin, un nouveau commencement. Et moi, je l'ai plutôt mal vécu, en fait. Parce que, pour la première fois de ma vie, je savais pas trop quoi faire. J'étais perdu. J'avais démarré une introspection, mais j'avais pas encore vraiment de réponse. Comment on démarre une introspection ? En apprenant à être honnête avec soi, quoi. En commençant à prendre du temps un peu pour se recentrer sur soi. Se dire, tiens, voilà, les 10 prochaines minutes, je vais rien faire et je vais peut-être juste rien faire et peut-être qu'en fait, ça va m'amener des réflexions. Et après, petit à petit, en se posant des questions de plus en plus difficiles. Où est-ce que je veux vivre vraiment ? Avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps ? Est-ce que les gens de mon entourage sont vraiment les gens qui me stimulent, qui m'apaisent ? Est-ce que ce sont vraiment des sécurités ou pas ? Est-ce qu'ils sont toxiques ou pas ? Est-ce que c'est vraiment dans ce quartier-là que j'ai envie de vivre ? Peut-être pas. Est-ce que j'ai envie d'être au chaud, au froid, à la montagne ? Donc en fait, ça demande d'explorer plein de choses parce que les réponses ne sont pas faciles à trouver. La question « où est-ce que tu veux vivre ?» Tu ouvres une boîte de Pandore, quoi. Peut-être tu as des piliers, tu vois, tu as la famille, les amis, le travail, les amours, les passions. Tous ces critères, ils rentrent en jeu. Et donc, si t'as pas exploré tes passions, si t'as pas aligné dans ton travail, etc., en fait, tu peux déjà pas répondre à cette question. Où est-ce que tu veux vivre ? Beaucoup de gens choisissent leur lieu de vie par défaut, parce qu'ils ont grandi, étudié, travaillé. Et donc, rien que le fait d'être intentionnel là-dessus, ça t'ouvre un sacré chantier de travail sur soi. Après, parfois, les réponses viennent valider tes choix que t'avais fait en amont, ce qui est top. Mais voilà. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'était compliqué. J'avais du mal à trouver les réponses, j'avais envie de partir explorer, pourtant, j'avais pas de thunes. Et là, j'ai écrit un article sur le plantage de ma boîte qui est parti viral, en fait. Mon premier post LinkedIn. Bon, c'est plutôt encourageant, du coup. J'ai eu de la chance là-dessus. Quand tu cherches des réponses, parfois, elles se présentent à toi. Ouais. Est-ce que c'est là où tu t'es dit, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec l'écriture ou le copywriting C'est sûr que c'est motivant. J'ai ouvert un blog, j'ai écrit l'article de plantage de ma boîte, j'ai fait un post LinkedIn, un truc qui a fait 500 000 vues. Et j'étais en mode, il se passe quelque chose. J'étais en train de faire mes CV en même temps, j'étais déprimé, j'avais jamais fait de CV de ma vie. Des lettres de motivation pour des jobs, c'était compliqué. On est en quelle année là ? En 2019, début 2019. Ok. Et je sais pas, ça allait pas bien. Et quand ça s'est parti viral, j'ai reçu, je crois, 45 propositions d'emploi en une semaine. De gens qui s'en foutaient de mon CV, ils avaient lu mon article, ils trouvaient ça cool. Alors ça, je me permets juste de faire une pause. C'est un enseignement pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais que c'est toujours hyper galère de trouver un stage, une alternance, un job. Donc, ne négligez pas la possibilité
le champ des possibles que LinkedIn peut vous apporter. Ah ouais. Donc entraînez-vous, peut-être que ce ne sera pas votre premier article qui deviendra viral, mais en tout cas entraînez-vous, au meilleur des cas, vous devenez juste meilleur en écriture, quoi. C'est clair, ce qui est un super pouvoir au 21e siècle. Hein. Ouais. Donc toutes les histoires, sont les histoires qui créent des mouvements, et les histoires commencent par des écritures souvent. Donc, c'est un super conseil, le fait d'oser. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, vous avez des gens qui vous suivent. Quoi. Ouais. Et des gens qui se foutront de votre gueule, eh ben on s'en fout, vous écrivez pas pour eux, vous écrivez pour vous, vous écrivez pour ceux qui sont intéressés. Oui, dans tous les cas, il y a sûrement des gens qui se foutent de votre gueule. Donc, Quoi qu'il arrive. le fait d'écrire ne va pas changer grand-chose. Exactement. Donc ouais, toi t'écris ce post et là tu te dis, bon en fait, est-ce que tu considères les offres de job qu'on te fait ou tu te dis en fait Ouais, non, clairement. en fait je vais devenir freelance parce que... Bah non, parce que en fait, je sais même pas que je peux être freelance, tu vois. Je suis un peu perdu dans les modèles entrepreneurs. Pour moi, il y avait que les startups dans la vie. Je n'étais pas éduqué à tout ça. Et d'un coup, j'ai le choix et j'ai plus besoin de faire de CV. Donc, non, je suis très content. Ouais. Et je commence à regarder tout ça et je fais une sorte de casting, quoi. Parce que j'ai le choix. Et je passe 2 semaines au téléphone, des calls de 30 minutes avec tout le monde. J'appelle tout le monde. Et il y avait aussi plein de gens qui étaient en train de planter leur boîte, qui voulaient mon avis, plein de gens qui voulaient se lancer, qui voulaient m'appeler. Vu que j'avais rien de mieux à faire, j'ai dit, vas-y, j'appelle tout le monde. J'ai fait des centaines d'appels, je pense, en 2 semaines, en me disant, peut-être ça me donnera des pistes, peut-être que, on ne sait pas. Ouais, c'est incroyable, on voit le pouvoir de LinkedIn là-dessus. Et puis j'ai fini par choisir un job à Paris qui mettait un peu la pression. C'était le vendredi, tu commences lundi, t'as tel salaire et tout, c'est super top. L'équipe hyper forte, que des mecs qui sortent de Polytechnique, d'HEC, etc. Donc assez impressionnant. On me propose un projet entrepreneurial, une boîte qui est en train de scaler, qui va faire le Y Combinator aux États-Unis. Moi, je suis en mode ouais, et tout, c'est ouf. Et si j'allais expérimenter ça, la vie à Paris? Alors que toute ma vie, je m'étais dit non, je suis pas fait pour vivre à Paris. Tu vois. Parce que t'étais où à ce moment-là? Là, j'étais dans le sud, j'étais vers Avignon, j'étais de retour dans ma famille. Et donc, j'ai fait, pour moi, ce qui est une erreur, mais c'était bien de la faire aussi. J'ai adapté mon lifestyle à mon business, c'est-à-dire, j'ai déménagé à Paris pour travailler dans cette boîte, 10 heures par jour pour le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, c'était une bonne expérience, j'ai appris plein de trucs. Ils étaient trop forts en entrepreneuriat. En fait, c'est là-bas que j'ai compris qu'on était nuls, nous, dans ma boîte. J'ai fait, waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont forts dans ce qu'ils font. Les mecs, ils sont. Et alors, pardon, je t'interromps, mais je me permets. Comment est-ce que tu te rends compte qu'ils sont bons? Est-ce que tu penses que c'est une question de nature ou une question d'éducation, une question d'expérience, tu vois? Parce que c'est des mecs qui ont le même âge que toi. Ouais. Tu penses que c'est quoi? C'est leur formation qui les rend meilleurs? C'est leur nature? C'est leur entourage? Pas leur formation. Je pense que typiquement, quand tu vas dans les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs, t'apprends rien de très utile, de très intéressant dans ces écoles. Par contre, ce qui est très difficile, c'est d'y aller. Donc de base, le fait de faire les concours, c'est là où tu as ta sélection. Et en fait, après, quand tu es dans ces milieux-là, tu côtoies des gens qui sont très ambitieux et qui vont, en fait, toi, te pousser à être ambitieux. Moi, je suis dans une petite école d'ingénieurs de province. L'ambition, c'est d'aller travailler à Lyon en tant qu'ingénieur, tu vois. Donc, on n'était pas baigné dans ce truc-là. Quand tu sors d'HEC, tout le monde a envie de monter de sa boîte, d'être PDG, de je sais pas quoi, de monter des trucs de ouf. Oui, mais l'ambition ne suffit pas. Non, mais en tout cas, ça crée un environnement, je pense, qui est plus stimulant. Et donc, je pense que c'est une question d'éducation, parce que c'est l'éducation qui va te permettre en fait, de rentrer dans ces milieux-là, qui va ensuite te stimuler. Et je pense qu'on sous-estime la part de notre environnement dans ce que l'on fait. C'est incroyable à quel point tu t'entoures de gens qui font du sport, tu vas te mettre au sport, quoi. Tu t'entoures de gens qui boivent plus d'alcool, tu vas carrément réduire ta consommation d'alcool. Tu t'entoures de gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Moi, c'est incroyable. Le moment où j'ai commencé à avoir des potes qui gagnaient plein de thunes, mon chiffre d'affaires, il a explosé. Ah ouais, c'est fou. Je sais pas, mais vraiment. Alors des barrières mentales qui se libèrent ou... Moi, au début, je me disais, ouais, si je peux gagner 2000 € par mois en vivant cette vie, c'est incroyable, tu vois. Puis maintenant, je dépasse 10 000 € par mois, parce que je vois d'autres gens qui font ça, et qui gagnent même 20 30 000 et tout avec leur business lifestyle, et moi, je suis en mode, en fait, il n'y a pas de limite, quoi. On peut faire des trucs de fou et continuer de kiffer. Je suis en mode, mais je trouve un bug dans la matrice, tu vois. Ouais. Mais juste, j'ai changé mon environnement, changé les gens que je fréquentais, et ils m'ont libéré, quoi. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu vas faire tes conférences à 300 € mais à 3000? Donc moi, la prochaine fois que j'ai un appel pour la conférence, je dis, c'est 3000 €. Ils me disent, ok. Je fais, ah ouais, d'accord. Ok, bon, bah, à partir de maintenant, c'est 3000. Bon, et puis après, tu continues, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, hein. Bon, évidemment, ça se fait pas juste comme ça, tu décides pas que tu vas vendre ta conférence. Moi, j'avais de la crédibilité, bon, bref, l'influence de l'environnement est hyper important, je pense. Et quand j'étais là-bas, j'étais dans un environnement très fort, quoi. Les gens étaient super bons. Par contre, tu t'as fait, fallait que la start-up, tu vois, les résultats, les machins et tout. Ouais. Moi, je suis pas fait pour ça. Comme je disais, je suis pas fait pour travailler en équipe, je suis pas fait pour ça. Et en fait, j'étais malheureux. Je sais pas si j'étais heureux,
ou malheureux. En tout cas, je me laissais porter et j'avais Tu subissais plus de plus sens, que tu n'étais acteur de ta vie, quoi. Ouais, je menais une vie par défaut. Je travaillais toute la journée, après j'allais faire un drink avec mes collègues, qui sont pas forcément certains sont devenus des amis, tu vois, mais c'était... Moi, j'étais pas intentionnel dans le fait de dire, tiens, j'ai envie de passer du temps vraiment avec cette personne-là maintenant. Alors que maintenant, je me suis construit un cercle proche, avec énormément d'intention derrière. Je fais hyper gaffe et je prends quasiment aucun appel. Personne peut m'appeler quand on me sollicite sur les réseaux sociaux ou autre, parce que j'ai déjà pas suffisamment de temps pour... Enfin, je trouve que je fais pas suffisamment l'effort d'appeler les gens de mon cercle proche, tu vois. Donc ça devient vraiment ma priorité. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais donc ouais, j'allais faire ça, et puis après je rentrais chez moi, c'était un peu ivre, j'ai bu 2 pintes, j'allais manger un plat, soit une poêlée, soit un truc un peu réchauffé, pas forcément bon. J'allais me coucher, fatigué, je m'arrivais le lendemain avec un réveil qui me rendait fou. Puis j'arrivais à la réunion de 9h, tu vois, puis je m'endormais, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas dans ta vie, là, Ulysse, tu vois. Tu coches plein de cases, de la réussite, du machin, t'as un bon salaire, tu vis à Paris, pour autant, t'as cette petite boule noire qui te suit, et c'est une métaphore que j'ai, mais je sais pas pourquoi je l'avais matérialisée comme ça. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas en dépression. Pourtant, dès que j'avais un petit moment de vide dans ma tête, j'avais une petite boule noire qui me suivait. C'est comme si tu matérialisais un truc pas cool. Mais c'est assez fort que tu le matérialises, hein. Moi, pour avoir fait pas mal de trucs d'hypnose ou de techniques, machin, à chaque fois, c'était les questions, c'était alors dis-moi à quoi ça ressemble. Et moi, je suis là, putain, j'en sais rien, mais lâchez-moi la grave, tu vois. Ouais. Donc toi, au moins, c'était hyper... ouais, je le matérialisais quoi. comme ça. Et ça, elle apparaissait, tu vois. C'est comme pour me rappeler, y a un truc qui va pas dans ta life, quoi. Et tu faisais quoi? Tu faisais comme si elle n'était pas là? Non, ça me saoulait. J'ai testé plein de trucs. Je faisais de la méditation, je faisais de la visualisation positive. À un moment donné, j'ai même imaginé que j'avais un petit Wolverine sur mon épaule qui allait éclater la boule noire quand elle apparaissait. Tu vois. Et je faisais des combats dans ma tête. Non, mais c'était n'importe quoi. Mais ça, tu vois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube. En fait, c'est pour moi le travers du développement personnel, c'est de faire croire qu'il existe une technique pour résoudre tes problèmes. Enfin, en fait, je suis d'accord. C'est génial, hein, si jamais ça a aidé des gens, mais en fait, moi j'en ai essayé des tonnes, ça n'a jamais aidé en fait. Et je trouve ça plus culpabilisant qu'autre chose. Alors que vraiment, t'as des livres qui vont te dire que la visualisation positive, ça va changer ta vie. Et en fait, je me dis, est-ce que pour les personnes pour qui ça marche, c'est l'effet placebo? Est-ce qu'en fait, il y a du vrai? Alors pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde? Enfin, il y a un côté vendeur de tapis non prouvé et non... vérifier qui me dérange de plus en plus. En fait, c'est pas parce que ça a fonctionné pour son auteur que ça fonctionnera pour toi. Et lui, il va être persuadé que ça fonctionne pour toi parce que ça a fonctionné pour lui. Et c'est un peu le problème de l'industrie du développement personnel, c'est que ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, je pense que c'est à l'intérieur que tu dois chercher des réponses pour ensuite agir à l'extérieur. C'est pour ça que je prône vachement l'introspection. Tu vois, je vends un programme de 40 jours pour trouver sa voie. C'est que de l'introspection. C'est 40 exercices avec des questions à te poser, des citations à méditer, des ressources à explorer en te disant, mais ouais, où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois. Et ça part de l'intérieur. Et après, tu dis, ok, maintenant je peux faire un plan, je peux commencer à agir à l'extérieur autour de moi, je peux commencer à rayonner positivement sur mon entourage, etc. Donc, c'est aussi ce qui a marché pour toi, du coup. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est l'introspection, c'est de me remettre au centre, tu vois, et de me poser vraiment les questions, de ne pas me dire, je vais prendre telle réponse, je vais chercher partout la réponse qui, moi, me vient, enfin, que je vais créer ma propre réponse, tu vois. Parce que j'essaie d'aider les gens à faire, mais c'est pas facile. Ça demande plus d'énergie. C'est plus facile de lire un livre et de dire, tiens, ça c'est... Oui, c'est vrai. Easy. Mais après, ouais, en fait, ce qui est très difficile avec le développement personnel, c'est qu'il y a quand même... tu vois, moi, j'ai un peu arrêté de lire les livres de développement personnel parce que il y en a tellement, et en fait, maintenant, je n'achète que ceux qu'on m'a recommandés. Parce qu'il y en a plein qui me tentent, tu vois, j'ai une liste énorme sur mon téléphone et en fait, oui, il y en a qui sont vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup Start With Why de Simon Sinek, ouais. Tu vois, où il y a une vraie réflexion derrière, en fait c'est presque de la philo, mais en fait à côté de ça, j'en ai tellement lu des pourris ou qui, comme tu l'as dit, en fait ne valent que pour la personne qui l'a écrit, que maintenant j'ai un peu une façon de faire. Je me dis un peu, en fait, ça ne vaut pas le coup. Je vais arrêter de chercher, en effet, les réponses dans les livres. En plus, ils pourraient tous tenir dans des articles de blog. Hein. Oui, c'est vrai. T'as une grande idée. Ouais. Bon, après, le mec, les auteurs américains sont très forts pour te vendre l'idée dans le livre, tu sais, en te racontant plein d'histoires et plein d'exemples. Certains disent, oui, mais c'est pour que tu puisses l'intégrer. Non, c'est bon, on a compris. Quel livre t'a le plus aidé quand t'étais dans cette période d'introspection? Alors, cette période-là, je sais plus. Après, il y a des livres qui m'ont vraiment marqué pour changer des choses. Tu vois, l'Almanach de Naval Ravikant, j'ai beaucoup aimé. Laquelle, pardon?
The Almanac of Naval Ravikant de Eric Jorgensen. J'ai adoré. J'en ai beaucoup entendu parler, tu vois, mais je l'ai jamais lu. C'est très. Il y a une première partie qui est très business, une deuxième partie qui est très bonheur. Il part du principe que le bonheur est un choix de chaque jour et une compétence qui s'entraîne. Et il explique comment. Et sur la partie business, pareil, il dit comment créer un système où dans 99% du temps, tu seras successful. Donc c'est un peu comment devenir riche sans être chanceux, justement. Ce qui n'est pas facile, mais du coup, il décortique un peu les mécanismes du 21e siècle et la grande, on va dire, pour résumer la première partie, en productize yourself, c'est-à-dire deviens toi-même ton propre produit, ton propre branding, ta propre voix, ta propre quête. D'accord. Et fais-la savoir haut et fort et fais quelque chose d'unique et deviens différent, parce que la société valorise pas forcément ceux qui sont très bons, la société valorise ceux qui sont différents. Donc différents dans le sens qu'ils font quelque chose un peu hors norme, qu'ils font savoir, et voire même différents bizarres. Hein. T'as des gens, ils ont des passions pour les fourmis, ils font des millions de vues sur YouTube. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai une passion pour les fourmis, c'est pour ça que je dis ça. Donc, je m'inclus dans le lot. Mais donc, ouais, ce livre, j'aime beaucoup. J'adore How to Live aussi de Derek Sivers. D'accord. Ça me dit quelque chose, mais j'en ai moins entendu parler. Il est trop fort, cet écrivain. Il écrit par aphorisme, c'est très beau à lire. D'accord. Et c'est 27 réponses contradictoires à la question comment vivre et une conclusion bizarre. Et, ça donne beaucoup d'idées, ça te fait te rendre compte aussi qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question et qu'il n'y a pas forcément de quête unique. Tu sais, on prône, notamment le développement personnel, prône la quête du bonheur comme étant le Graal. On cherche tous à être heureux. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça. Après, je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas ça, peut-être que c'était la paix. Notamment dans l'almanach de Naval Ravikant, il y a une phrase de Naval qui dit « Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion ». Peace is happiness at rest. La paix, c'est du bonheur au repos. Et le bonheur, c'est de la paix en mouvement. Ça veut dire que si tu es quelqu'un paisible et que tu te mets à faire quelque chose que tu adores, alors tu seras heureux. Et si tu es quelqu'un d'heureux, que tu t'assois là sans rien faire, alors tu seras en paix. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, parce que c'est très difficile d'agir sur ton bonheur. C'est plutôt, a posteriori, tu regardes en arrière, tu fais... Ah, mais j'étais heureux, en fait, là. Ou, ah ouais, j'étais malheureux, tu vois. Ah oui, c'est vrai. J'ai progressé. Ah, c'est marrant, moi, je trouve que... Ou l'inverse. Ouais, moi, je ressens beaucoup plus le malheur, non, fort heureusement, mais je me rends beaucoup plus compte de quand je suis pas heureuse que quand je suis heureuse. Et c'est souvent quand je suis pas heureuse que je vais regarder en arrière et me dire, mais en fait, là, j'étais trop heureuse, genre... Ouais, c'est vrai. Et je m'en veux de pas avoir profité, tu vois, mais comme tu le dis, on peut pas le contrôler, en fait. On peut pas choisir tout d'un coup de ressentir le bonheur. Non, c'est super dur. En plus, t'as l'adaptation hédonique qui va faire que ton niveau de bonheur revient toujours à un niveau relativement stable, en dépit des événements positifs comme négatifs qui arrivent dans ta vie. Donc la grande question, c'est comment tu montes cette moyenne. Et moi, je pensais que c'était en étant paisible. Donc j'ai longtemps cru que c'était ça l'objectif. Et maintenant, je suis encore en train de changer d'avis. Plus je parle de ça, et au plus je me dis, en fait, quelle est la quête ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que c'est peut-être de vivre intensément ? Est-ce que c'est pas d'aller vivre le spectre de toutes les émotions possibles, tu vois ? C'est-à-dire que si t'es paisible, en fait, t'es jamais stressé. Et si t'es pas stressé, peut-être que connaître le désespoir, ça te permet d'apprécier la joie, tu vois ? C'est un peu la phrase, pour apprécier la lumière, faut avoir connu l'obscurité. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il y a une quête. Aujourd'hui, je la cherche, moi. Pour autant, je suis plus certain que le bonheur soit le but ultime. Et... j'en parlais hier dans une conversation, mais quand tu regardes l'Iliade, donc c'est quand même, tout le développement personnel est quand même juste une prolongation des philosophies antiques, du stoïcisme, etc. C'est quand même très très lié. Et quand tu regardes l'Iliade, donc il y a Achille, quand même c'est un peu la star de l'Iliade, tu vois, Achille. Et ce personnage-là, qui est assez intéressant, il a un choix. Et sa mère qui est voyante, lui donne le choix. Elle lui dit en gros, soit tu restes ici, tu vas avoir une femme, des enfants, tu vas vivre une vie heureuse, mais tout le monde t'oubliera. Soit tu vas là-bas et tu vas mourir, mais les gens parleront de toi dans des millénaires à venir. Lui, il a fait son choix. Je sais pas si c'est le bon, tu vois, mais lui, il a fait son choix. De toute façon, il n'y a pas de bon ou mauvais. Comme tu dis, chacun émettra son propre jugement avec sa propre vision des choses. Exactement. C'est un peu la grande question, quel est le sens de la vie ? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est très lié à la peur de la mort, c'est très lié à ce sujet-là aussi. La peur d'être oublié peut-être. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, mais même depuis le début, c'est que tu nous parles plus de façon de vivre que de bonheur au final. Et donc du coup, j'ai l'impression que tu t'es plus attelé à vraiment réfléchir à ton mode de vie et que du coup, de ce mode de vie en découlerait le bonheur. Ce qui n'est pas forcément, tu vois, moi qui n'est pas du tout ma réflexion. Comme tu le dis, moi j'ai jamais vraiment réfléchi à mon lieu de vie. Alors à mon entourage, si plus, mais moi je réfléchis plus à ce que je fais chaque jour qu'à la façon dont je vis. Donc là aussi, c'est peut-être juste une différence tu vois, d'angle de bonheur ou en tout cas de
de ce qui nous rend heureux au quotidien. Mais c'est vrai que toi, ça s'est manifesté du coup vachement dans le choix que tu as fait par la suite, qui est de ne pas avoir de domicile fixe, entre guillemets, quoi. Ouais, carrément. Et là, tu vois, j'en reviens. Donc en fait, pour moi, c'est toujours en mouvement. Oui, c'est vrai, on n'a jamais la réponse. C'est ça, Puis il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des phases de ta vie, ça dépend des gens que tu rencontres. Imagine, je tombe fou amoureux de quelqu'un là demain, dans un bled paumé en Slovaquie, peut-être que je vais avoir envie de vivre en Slovaquie, qui sait. Je sais pas. Et quand est-ce que tu décides du coup de quitter l'expérience dans laquelle tu étais, là, cette expérience entrepreneuriale à Paris? Je progresse dans mon introspection, je lis beaucoup, j'écris beaucoup, je me pose beaucoup de questions. À la fin, j'arrive à cette phrase que j'ai écrit ça en février 2020, il y a bientôt 3 ans. Et j'ai mis, je vais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. Voilà ce que je veux faire. Tu vois, c'est le truc qui m'anime, quoi. Le jour où je l'ai écrit, j'en dormais plus. Je suis en mode, faut que je fasse ça. Et tu savais comment ça se manifestait? Parce que c'est assez vague. Alors, j'avais, dans mon premier voyage en Amérique latine, quand j'étais dans le fin fond du Pérou, là, j'avais pris un collectivo de 7 heures pour aller voir le Machu Picchu parce que j'étais trop pauvre pour prendre le train. Et je voulais vivre la full expérience, quoi. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. J'avais fait 3 petites notes. Une première note où j'avais noté toutes les erreurs de ma première boîte, ce qui a donné l'article, ce qui a donné tout ça, les premières histoires de tout à l'heure. Sur une deuxième note, j'avais marqué tous les métiers que je trouvais cool. Et dedans, j'avais marqué astronaute, agent secret, reporter animalier, voix off, des trucs comme ça. J'avais pas marqué ingénieur, j'avais pas marqué start-upper, quoi. Et je dénigre pas ça, hein, c'est juste que c'était pas fait pour moi. Et en 3, j'avais fait un truc qui s'appelait Expérience YouTube. Je sais que t'as fait beaucoup ça aussi. Et j'avais marqué une liste de... En fait, c'était ma première bucket list, juste je le savais pas. Je savais même pas que le mot bucket list existait. Et j'ai marqué une liste de trucs que j'ai envie de vivre et à documenter. Et dans le titre, j'ai marqué YouTube. Je pense que c'était parce que je consommais beaucoup de YouTube à cette époque-là. Donc c'était juste générationnel, probablement. Tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais marqué ça expérience TikTok. Tu vois. Mais j'ai marqué expérience YouTube. Et en fait, je l'ai oublié quand je suis revenu parce que j'étais pris dans le buzz de l'article, dans tout ça. Après, je suis allé à Paris et tout. Et quand j'ai refait tout ça, que j'ai écrit cette phrase, j'ai retrouvé cette note. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que j'avais fait ça et tout. Si je relevais des challenges à travers le monde, ça a l'air cool ça. J'avais très envie de voyager depuis. À 18 ans, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, maman, je veux voyager à travers le monde et écrire des livres. Elle m'a dit, ouais, deviens ingénieur, on en parle plus tard. Je dis, bon, d'accord. Je n'étais pas suffisamment courageux pour désobéir. Du coup, j'ai dit, d'accord, je vais devenir ingénieur. Maintenant, c'est ce que je fais. Mais j'avais cette idée de relever des challenges à travers le monde. 1000, c'était trop. 10, c'était pas assez. Je dis, vas-y, je vais en faire 100. Après, c'est du branding, tout ça. C'est juste pour que ce soit facile à retenir. Et donc, j'ai démarré ça. Et quand j'ai eu cette idée-là, en fait, je pouvais plus la cacher, quoi. J'ai eu un petit meeting hebdomadaire avec mon boss de ma boîte à Paris. C'était juste un truc de routine, quoi. Et le mec, il a capté qu'il y avait un truc qui allait pas en moi. Et 5 minutes après, il m'avait tiré les verres du nez. Et j'étais en mode, ouais, je vais partir relever son challenge à travers le monde. Là. Je crois que j'ai besoin de faire ça. Et il a été super cool. Il m'a arrangé une sortie propre et tout. Donc c'était top, tu vois. Donc une fois que tu as eu l'idée, elle était tellement puissante en toi que tu n'as pas eu d'autre choix. Enfin, tu as fait le choix, en tout cas, de lui donner vie. Sans tellement de plan d'action, ou t'avais déjà, je sais pas par quoi t'allais commencer, où est-ce que t'allais communiquer, comment t'allais gagner de l'argent du coup, vu que peut-être de ta première boîte tu t'es dit on fait pas la même erreur 2 fois. Si, non, j'avais un petit plan quand même, j'avais un petit dessin de ce que j'allais faire, je m'étais dit ok, je vais faire une expérience, je vais faire une vidéo YouTube, un article sur LinkedIn, après je publierai un peu sur les réseaux sociaux, enfin non pas un article sur mon blog pardon, puis après je publierai un peu sur les réseaux, et je voulais tester le modèle de la newsletter payante. D'accord. C'est faire une partie payante, une partie pas payante, et la partie payante sur donner les mécanismes pour apprendre à apprendre. En fait, la proposition de valeur était nulle. Si je te dis paye pour apprendre à apprendre, tu sais pas, les gens payent pour des transformations, tu vois. Tout le business des formations, c'est de dire je te mets d'un point A à un point B. Si je te dis que l'atelier d'introspection, c'est trouver ta voie, il y a une vraie il y a une mission, il y a une promesse. Tu es à un point A, tu es paumé, à un point B, tu sais ce que tu fais. Si je te dis c'est apprendre à te connaître, c'est pas ce que c'est. Le résultat est trop incertain en fait. Exactement. Donc apprendre à connaître, c'est flou, c'est comme apprendre à apprendre. Donc j'ai jamais réussi en fait. Probablement parce que je l'ai mal tourné. Mais j'ai testé plein de modèles économiques, tu vois. Tout de suite, j'ai voulu faire de l'argent pour créer un business qui venait soutenir cette vie-là. Mon objectif, moi, c'est d'avoir un maximum, c'est d'avoir 90% de mon temps pour vivre des aventures et les raconter. Et 10% de mon temps, bosser et voilà, faire du cash pour pouvoir vivre ça. Mais c'est pas mon objectif, tu vois. J'ai pas des objectifs de dire je veux être millionnaire ou je veux avoir 1 million d'abonnés sur mon truc. J'ai envie de relever 100 challenges à travers le monde. Tu vois. C'est une quête qui est très personnelle. Le jour où j'ai pris cette décision, le jour où j'ai enlevé mon réveil, et c'était jour 1, je dis en mode ok, c'est parti. La boule noire a disparu. Ah ouais. Plus jamais elle est revenue. Je te souhaite qu'elle ne revienne pas. C'est incroyable. Ouais, c'est fou, ouais. Tu disais tout à l'heure, il y a des méthodes ou quoi, en fait, non, c'est juste j'ai trouvé un sens à ce que je faisais, quoi. Peu importe la méditation, peu importe la visualisation positive, peu importe tout ce que je faisais. C'est en étant aligné avec
qui je voulais être que c'était fini, quoi. Et d'avoir le sentiment, je pense aussi, d'être au pouvoir, quoi. De cette fois-ci, c'était vraiment ta décision. T'étais ton propre maître. Ouais. Tu prends l'entière responsabilité de ta vie et du sens que tu veux lui donner. Dans un monde qui n'en a peut-être pas, on sait pas. Tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis très agnostique vis-à-vis de ça. Et alors, du coup, c'était quoi tes 10 premiers challenges? Je sais même plus. Tu nous as parlé des décimales de pi. Ouais, en fait, j'étais bloqué par le Covid. Direct. Ah bah oui, mauvais timing. C'était février, mars 2020, et hop, premier confinement, et du coup, 100 challenges à travers le monde, ça devient 100 challenges à travers ta chambre. Ouais. Et donc, je me suis dit, je suis bloqué, je vais partir vivre plein d'aventures un peu partout. Je vais m'intéresser au mécanisme lié à l'apprentissage, justement. Et donc, j'ai fait mémoriser 1000 décimales de pi en 3 jours. J'ai lu 100 livres de développement personnel, justement, pour essayer de comprendre les grandes idées. Et après, j'ai développé des méthodes pour extraire les idées de chaque livre parce que ça me saoulait de les lire. Après, j'ai composé une musique, j'ai dessiné un visage. J'ai appris à jongler à 5 balles. J'ai appris à faire des handstands. Donc, tout ce que tu pouvais faire dans ta chambre, en fait. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais pas me laisser abattre, vas-y, je vais faire des trucs. Mais moi, ce que je voulais, c'était voyager, partir à l'aventure. Ouais. Premier déconfinement, je suis parti. T'es parti où? Je fais un petit tour en Europe. Après, je suis allé en Afrique, je suis arrivé en Tanzanie, puis en Afrique du Sud. Après, il y a eu le variant sud-africain, donc il fallait tous partir. Je pouvais pas revenir en France, c'était bloqué et tout. Donc, j'ai dû changer de continent. Je suis parti en Amérique centrale, je suis allé au Costa Rica. Mais à chaque fois, je reste entre 1 mois et 2 mois par pays. Je suis arrivé au Costa Rica, puis au Mexique. Puis là, il s'est passé plein d'aventures. Au Costa Rica, je me suis fait piquer par une fourmi balle de fusil. Derrière, je suis allé survivre une semaine dans la jungle. Tu t'es fait piquer par une fourmi balle de fusil. C'est quoi une fourmi balle de fusil? Moi, j'aurais juste retenu balle de fusil. Je me suis dit, non, il s'est fait tirer dessus. C'est un animal qui est très célèbre, la Paraponera clavata, pour sa piqûre. Donc, c'est une fourmi qui a un dard. Et sa piqûre est en tout cas, l'une des plus douloureuses du règne animal. Moi, je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur. Je voulais comprendre si je pouvais faire de la visualisation pour accepter la douleur. Ah, donc tu t'es laissé faire piquer? Ouais, je suis allé dans une tribu indigène et je leur ai dit, vous avez pas des fourmis balles? Ils m'ont dit, si, il y a un arbre là-bas, on peut t'en attraper une et tout. Et ils m'ont piqué. C'est un peu masochiste, quand même. Ça dure 12 heures. Et alors ça fait mal. No way. Mais c'est cool. Au début, je suis un peu blanc. T'as appris à gérer la douleur ou pas? Ouais, t'as plein de vidéos sur YouTube, t'as des mecs qui se roulent par terre et tout. Moi, je suis un peu blanc au début. Je suis en mode, ouais, elle est bloquée. Et après, le mec me l'enlève et tout. Et en fait, j'arrive à accepter la douleur. Après, il y a des rites de passage, justement, dans ces tribus-là, où ils vont mettre les mains dans des gants qui sont remplis de fourmis balles et ils se prennent 100 piqûres sur les mains. Ça, c'est des fous furieux. Moi, je me suis juste fait piquer une fois. En gros, ça fait mal, mais c'est une douleur qui est très diffuse. C'est comme si tu te faisais piquer, on va dire, je sais pas, par un frelon, tu vois là, sauf que ça part pas. Ça dure des heures et des heures et des heures et ça descend tout doucement. Par exemple, les 3 premières heures, je pouvais plus rien faire. C'est-à-dire, j'étais comme ça avec mon bras. Là, je me disais, les gens qui subissent des douleurs chroniques, par exemple, au quotidien, qui ont des migraines ou autres, comment tu veux faire des projets quand t'as trop mal? Ah ouais, je suis totalement d'accord. Super dur, tu vois. Ouais. Je disais, waouh. Donc, j'ai compris ça à ce moment-là. Et donc, c'était hyper intéressant. Mais après, il y a une démarche scientifique. Derrière, j'ai écrit un article où j'explique pourquoi la toxine nous fait mal. Tu sais, parfois, on a mal, mais on ne sait pas pourquoi on a mal. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour générer cette douleur? Donc, j'essaie de comprendre. Bon, après, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais voilà. Et après, je suis devenu pote avec l'indigène qui m'a attrapé la fourmi balle. Et du coup, il m'a amené survivre une semaine dans la jungle avec lui. Enfin, après, il y a eu plein de challenges. J'ai plein d'histoires. Bah non, mais on est là pour en parler. Déjà, je me demande juste comment est-ce que tu communiques à travers tous les continents que tu découvres, parce que j'imagine que t'es pas non plus... tu parles pas 10 langues non plus. Si? Non, je parle français, anglais très bien, un peu espagnol. Et après, je connais plein de petits mots en plein de langues. Parce que comment est-ce que tu arrives, tu vois, comment tu deviens pote avec un indigène? En fait, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que lui était guide dans une réserve Bribri. Et donc, son quotidien, c'était d'être au contact des touristes pour leur expliquer tout le processus de fabrication du chocolat chaud, quelle est leur boisson traditionnelle, etc. Et donc, à force de côtoyer des touristes, il savait parler plein de langues. C'était le gars qui parlait toutes les langues. Il parlait même un peu français. D'accord, trop bien. C'était trop bien. Ouais. Du coup, c'était génial parce qu'il a pu m'apprendre plein de choses. Tu vois, quand on était dans la jungle, il m'a parlé de toute la cosmogonie Bribri, comment leur monde est un monde conique, avec des étages supérieurs, des étages inférieurs. Où est-ce que se trouvent les hommes? D'ailleurs, par exemple, tu vois, qui mettent les animaux presque au-dessus en termes de valeur de vie. C'est une tribu, les Bribri? Ouais, c'est ça. C'est une tribu. Il y a plusieurs clans, en fait, au Costa Rica, natifs. Et le Bribri, c'en est une. C'est très marrant parce que lui, il fait genre 1m60. Il a les cheveux jusqu'aux fesses, des cheveux noirs magnifiques, tu vois, Pocahontas. Et en fait, il cavalait dans la jungle. Et moi, je lui courais derrière. Je dis, mais comment c'est possible? J'ai l'impression d'être 10 fois plus fit que lui et tout. Et impossible. Le mec était trop fort. Et c'est lui qui m'appelait petit frère.
Alors que moi, je lui mettais deux têtes, tu vois. Ouais. Parce que j'étais le mec inconscient, notamment au niveau de l'environnement, etc. Et quand tu es dans la jungle première, ben, il te dit, oui, non, vous les Blancs, vous êtes, vous faites tout n'importe comment, quoi. D'ailleurs, dans la cosmogonie Bribri, petite aparté, mais en gros, donc leur dieu, Sibou, il créa les indigènes d'une certaine manière, donc avec des graines, etc. Je passe le détail. Mais après, il les a créés d'abord, et ensuite il a créé les Blancs, entre guillemets. On va dire les autres. Je ne sais pas utiliser les bons termes, mais bon, c'est toujours délicat. Et en fait, il les a créés à partir d'un animal, et cet animal, c'est la fourmi coupe-feuille. Quand tu vas au Costa Rica, que tu vois des armées de fourmis coupe-feuille qui te démontent un arbre, c'est incroyable, et il te laisse plus rien. À la fin, c'est un champ de petites, les petites tiges de feuilles rapiécées. Ça en dit long sur la perception qu'ils ont de nous. Tu vois, c'est c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, mais tout a un sens, quoi. Mais en plus, c'est une cosmogonie qui est quand même ancienne, quoi. Ouais, c'est bien, je trouve qu'il reste. Enfin, tu vois, il nous mépriser. Et il t'a quand même appelé petit frère. Enfin, il veut nous éduquer. Ouais, il y a cette volonté de. Ah ouais, complètement. D'accord. Il y a cette volonté de nous éduquer, etc. Tout ça, c'est des expériences qui te marquent, quoi. Et alors, si jamais tu pouvais nous partager 3 enseignements que tu retires de tes expériences en Amérique latine, ce serait quoi? En Amérique latine, en Amérique centrale, je me suis passionné par la civilisation maya aussi. J'ai déchiffré une ancienne stèle maya quand j'étais là-bas. J'ai passé des semaines à faire ça et essayer de comprendre, etc. Quels sont les enseignements de tout ça? Déjà qu'il n'y a pas de lubie bizarre, tu vois. Moi, j'adore cette phrase, c'est explore ta curiosité, documente-la. Moi, quand j'étais là-bas, je savais pas trop pourquoi j'étais là-bas au Mexique. Bon, je suis allé visiter, comme beaucoup, Chichen Itza, tu vois. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde avec la grande pyramide de Kukulkan, etc. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu tous ces hiéroglyphes mayas, je suis en mode, waouh, ça a l'air ouf et tout. Donc je suis rentré chez moi. Et là, j'ai regardé un C'est pas sorcier sur les mayas. Tu vois, réflexe d'un mec qui est né en 94, quoi. Derrière, je suis allé regarder un documentaire Arte sur l'écriture maya. Ça m'a fasciné. Du coup, j'ai commencé à creuser des trucs. J'ai trouvé un livre d'introduction sur l'écriture maya. Donc j'ai commencé à lire le livre. Donc en fait, j'étais en train d'apprendre à compter en maya et d'apprendre à, tu vois. Et en fait, ça m'a amené à, plus tard, contacter les auteurs du livre, leur dire, est-ce que vous n'avez pas un dessin, pareil, d'une stèle qui n'a pas été déchiffrée, etc., que vous pouvez m'envoyer? Les mecs m'envoient une stèle. Et je passe des semaines à essayer de comprendre où sont les dates, où sont les machins, qui sont les protagonistes, et à essayer de déchiffrer ça, quoi. Je me suis transformé en mayaniste l'instant d'un mois. Jamais j'aurais imaginé ça. Pourtant, maintenant, j'en connais probablement plus que 99% de la population sur l'écriture maya, même si j'en connais beaucoup moins que les mayanistes. Mais ça m'a intéressé, j'ai poussé le truc à fond. Et en fait, c'est trop cool, quoi. Tu vois, c'est vrai qu'en fait, tu prends le temps de faire ce que beaucoup de gens se disent ne pas avoir le temps de faire. Je pense qu'on a toutes et tous des centres d'intérêt ou des curiosités envers, tu vois, que ce soit des livres, des activités, des cultures. Et on se dit, j'aimerais bien explorer, mais en fait, t'as pas le temps, c'est pas ta priorité, parce que en effet, tu dois travailler, tu dois affronter tes responsabilités. Et en fait, toi, tu t'es autorisé à juste explorer ta curiosité. Ouais, et que le travail ne vienne pas entraver cette curiosité, quoi. Donc c'est en ça, je trouve que c'est vrai que c'est assez fort, c'est que enfin voilà, moi il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais c'est vrai que je me dis tout le temps bah non en fait là mais bon, après moi ça me va, tu vois, c'est-à-dire que je pense que c'est pas forcément non plus pour tout le monde, dans le sens où je sais pas si c'est un fear of missing out ou si c'est la volonté d'être utile, mais moi je pense que je vivrais pas bien le fait de ne nourrir que ma propre curiosité entre guillemets, tu vois. Ouais, de toute façon, l'idée, c'est de trouver sa quête, tu vois, et d'être aligné avec. Totalement. Moi, j'étais beaucoup plus à l'aise là-dedans, comme je disais, en mode solo player, à faire mes expérimentations que quand j'étais en start-up à Paris. Mais il y a plein de gens qui seraient très malheureux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment ma vie et qui seraient très malheureux à la vivre vraiment. Parce que t'as plein d'autres sacrifices, c'est une vie qui est très chaotique, c'est plus difficile dans les relations, t'es loin de ta famille parfois pendant longtemps. Donc encore une fois, ça dépend quels sont tes piliers importants dans ta vie. Tu vois, ce que sont tes passions, ton travail, ta famille, tes amis. Et t'as défini tes piliers, toi? Ouais, tes valeurs. Ils évoluent tout le temps, mais moi je suis quelqu'un qui a besoin fondamentalement de liberté, tu vois. C'est ce qui m'anime au quotidien. Mais la liberté, ça veut dire plein de choses. C'est être libre d'eux, déjà, les valeurs que je veux, de m'habiller comme je veux, je sais pas moi, passer du temps avec qui j'ai envie, de faire ce que je veux de mes journées, et être libéré d'eux, être libéré de la colère, du jugement des autres, de plein de choses. C'est un gros travail, tu vois, la liberté. La curiosité, c'est une de mes valeurs fondamentales aussi. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup
d'accent sur mes passions, qui sont devenus un peu mon travail aussi. Donc ça, j'ai réussi à merger les deux, donc je suis content. Je suis payé pour tester des trucs maintenant, donc ça c'est chouette. Et la dernière, c'est plus l'authenticité. Moi, ma troisième valeur fondamentale, c'est jouer mon propre jeu et pas tricher. J'aime pas du tout mettre des masques. Moi, j'en vois sur LinkedIn, j'en vois dinguerie sur dinguerie, je m'en fous, quoi. Je veux être le plus moi-même, le plus vrai possible, et voilà, j'ai pas envie de jouer le jeu d'un autre. Donc ça, c'est un peu mes piliers fondamentaux, quoi. Et sur les leçons, tout à l'heure, là, tu parlais on parle beaucoup d'explorer sa curiosité, etc. Une des leçons que j'avais tirées justement de ça, c'est que t'as un peu de type de posture. Surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire des choses, qui aimeraient documenter, mais qui ont peur de le faire parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et en fait, tu as la posture de l'expert et la posture de l'explorateur. La posture de l'expert, il va dire voilà ce qu'il faut faire, et voilà, tu vas prendre la guitare, il faut faire ça. Tu vois. La posture de l'explorateur va dire salut les loulous, je viens d'acheter une guitare, aujourd'hui je vais faire ça, voilà le résultat. Et en fait, tu peux inspirer beaucoup plus de gens, même en étant comme ça. Et donc, la posture de l'explorateur, c'est dire juste j'ai fait, voilà ce que j'ai appris. Tu te mets pas en donneur de leçons vis-à-vis de personne et t'as pas besoin d'être légitime. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais documenter toute mon aventure sur l'écriture maya. C'est peut-être pas tout juste ou quoi, mais c'est voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, voilà comment ça m'a fait kiffer. Et d'ailleurs, à l'époque, ça a quasiment eu aucun résultat. J'ai peut-être eu 10 000 vues sur ma vidéo YouTube, ce qui est déjà beaucoup, mais j'étais... j'ai passé des semaines à étudier l'écriture maya, ça m'a pas fait gagner de thunes. Voilà quoi, ça a été un peu vu et puis rien. Mais après, peut-être 1 an et demi plus tard ou 1 an plus tard, je me suis lancé sur TikTok, etc. J'ai commencé à faire d'autres trucs, donc j'ai recyclé, j'ai parcouru toutes mes newsletters. Je dis tiens, comment je pourrais faire des sujets là-dessus. Je dis bon vas-y, le challenge Maya, je vais faire peut-être 3 vidéos, je vais raconter l'histoire de la stèle que j'ai fait, que j'ai déchiffré. Ça n'a pas trop marché, ça fait quelques dizaines de milliers de vues. Après j'ai dit je vais apprendre aux gens à compter en Maya. Toi, même ma lubie bizarre quoi. Pourtant je suis pas un expert. Mais je peux t'apprendre à compter en Maya, tu vois. Bon, ça a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et après, j'ai expliqué aux gens le fonctionnement du calendrier Maya pour de vrai, tu vois. Et pas juste celui qu'on te fait croire, ça va être la fin du monde en 2012. Et ça a fait des millions de vues. Et en fait, je me suis dit, en explorant ta curiosité, parfois tu plantes plein de graines qui vont émerger plus tard et qui vont te permettre de devenir peut-être ce que tu voulais devenir plus tard. J'aime bien cette idée de tester plein de trucs et de planter des graines, quoi. Et quand tu nous as dit que tu en revenais un peu de ce mode de vie nomade, pourquoi, quand est-ce que tu as commencé à avoir cette réflexion ? Assez récemment. J'étais un peu frustré parfois de ne pas aller plus loin dans les challenges que je menais. Je ressentais un besoin d'ancrage et j'ai pris un gros rappel récemment parce que dans mon dernier challenge, je suis allé combattre professionnellement en Thaïlande, match de Muay Thai. Ça a été 1 mois sous très très haute intensité. Je m'entraînais 2 fois par jour, 3 heures à chaque fois, donc 5 à 6 heures par jour. Je me levais à 7 heures, je partais courir 1 heure, je faisais 15 minutes de corde à sauter, je m'entraînais 1 heure et demie de Muay Thai, je faisais 30 minutes de musculation. Je mangeais, je faisais la sieste, je gérais un peu mon business, je recommençais quoi. Et donc en gros, tu te lèves un jour et tu dis ok, c'est quoi le prochain challenge ? Ah bah oui, je me suis dit que j'allais faire un combat de boxe en Muay Thai. Bon bah let's go. Ouais. Thaïlande, tu trouves un coach sur place. Ouais, un camp, ouais. Et je pars m'entraîner. Ok. Et t'as rencontré des difficultés, ne serait-ce qu'à... Ah ouais. Ok. C'était le challenge le plus dur, le plus ambitieux, je pense. Physiquement comme mentalement. J'ai eu la chance d'être dans un endroit extraordinaire, par contre, entouré de gens incroyables, quoi. J'avais un coach français qui a fait son trou là-bas, ça fait 10 ans qu'il est boxeur pro là-bas, Geoffrey Lazaro, et qui a monté son gym pendant le Covid, justement, et qui m'a accueilli. Il m'a fait un petit cabanon, je dormais à 5 mètres du ring. Il y avait un coach Thai qui était champion du Pet Boncha. Le mec, il avait 300 fights. Techniquement, trop fort, quoi, le mec en Muay Thai. Et il était là pour moi aussi, pour m'entraîner. Il y avait Bam, la femme du boxeur, qui était en charge de toute la logistique du camp, qui nous faisait des repas incroyables, qui était vraiment petit soin avec nous. Enfin, heureusement qu'elle était là, sinon j'aurais craqué, moi, je pense. Et donc j'avais la chance d'être dans un environnement de ouf, quoi. Pour autant, c'était très dur, hein. Enfin, genre, mon coach Thai, il m'a pas fait un compliment en 1 mois, quoi. Juste, il me tapait dessus. Enfin, ah ouais. Il mettait 50 coups de PAO dans les abdos matin et soir, quoi. Un moment, t'as voulu arrêter ? Non, jamais. J'étais trop driven, quoi. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Il y avait trop d'enjeux aussi. Par contre, ça m'a mis énormément de stress. Je suis quelqu'un de plutôt paisible de base. Je suis pas très sensible au stress. J'arrive, tu vois, assez facilement à parler devant les gens ou quoi. Mais là-bas, j'ai ressenti déjà une grosse fatigue physique et mentale
parce que j'ai jamais fait autant de sport de manière aussi énervée. Moi, j'aimais pas courir. À la fin, je partais courir 10 km le matin et après, je faisais 5 heures de sport. Tu vois. Enfin, c'était un niveau et j'avais mal partout. J'avais le pied pété et tout. Je partais courir quand même, quoi. J'avais le tibia bleu. J'envoyais 200 kicks dans les sacs de frappe, tu vois. Donc là, ça t'apprend. Toi qui voulais explorer ton rapport à la douleur, t'es servi. Ouais, là, c'est un rapport vraiment aux limites mentales, quoi. Et là-bas, ouais, t'apprends plein de choses là-bas. Il fallait toujours paraître fort aussi. Tu vois, le Muay Thai, c'est pas que un nombre de coups, c'est aussi une attitude, c'est aussi une danse. Et si tu montres que t'es faible, l'adversaire prend un ascendant psychologique et les juges te pénalisent. C'est pour ça que parfois ils se prennent des droites et ils s'en remettent une, tu vois. Comme ça. Faut se dire, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. C'est les fous furieux. Hein. Et, Talk about masculinité toxique. Ouais, c'est des trucs de fou, quoi. Moi, mon coach, il m'appelait Tapette en permanence. Ah ouais, putain, c'est chaud. Mon coach Thaï. Il connaissait 5 mots. Il disait oui, bonjour, merci, genou, ça veut dire genou, et tapette. C'est-à-dire que dès que je grimaçais un peu, il disait Léo, tapette. Et en gros, vite, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et à la fin de quand je suis sorti du combat, etc., il est venu me voir, il m'a dit when you arrived, you scared, parce qu'il parle comme ça, c'est très drôle. Donc pour dire t'avais peur, quoi. You tapette. Now you know tapette, you okay. Il m'a dit you okay. Il m'a dit. Il sait que c'est homophobe ou pas quand même. Ah bah lui il est dans un monde complètement. Il y a pas du tout ce genre de considération là-bas. C'est lui il vit de Muay Thai, il regarde de la boxe toute la journée. Ouais. Et si tu te plains, t'es un gros fragile, quoi. Ouais, et du coup il va te retaper, quoi. C'est les camps là-bas. Après, moi, c'est le type d'expérience que je suis allé vivre, tu vois, parce que je voulais comprendre ça. Après, c'est toujours difficile de pas y mettre de jugement, mais en fait, la culture est complètement différente. Il a été élevé encore une fois, c'est une question d'éducation, dans un cadre différent. Lui, il a passé sa vie dans des camps de Thaï où les mecs, s'ils se plaignaient, ils partaient courir 20 km, tu vois. Et à chaque fois que tu plains, tu dois faire 10 pompes de plus. Enfin, c'est l'environnement dans lequel il a grandi, quoi. Et pour gagner son respect, il a fallu que j'aille me battre dans des conditions, tu vois, sans protection, sans rien, au Pet Buncha Stadium, le plus grand stadium du sud de la Thaïlande, et que je survive les 5 rounds, quoi. Pour qu'ils me disent « You OK ». Et après, il m'a dit que je combattais avec le cœur. Okay. Mais il était très ému, mais ça se voyait, mais il voulait certainement pas laisser paraître ça. Alors que mon coach français, c'était pas du tout la même. Il me dit « Je suis trop fier de toi » et tout. Enfin, tu vois, c'était pas il y avait beaucoup plus d'émotions. Mais je suis content, en fait, j'ai adoré le détester. Hein, Pet. Il m'a mis cher pendant un mois, etc. Et maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est important pour moi, tu vois. Oui, puis j'imagine qu'il a peut-être montré son affection d'une autre manière, le fait qu'il te consacre autant de temps, exactement, ouais. Qu'il soit vraiment impliqué dans ton développement. Ouais, quand il me gueulait dessus, après il allait voir Jojo, il disait mais c'est parce que j'ai pas envie qu'il se prenne un KO round 1, tu vois. Et en fait, il était vraiment dans le care d'une certaine manière, à sa manière. À sa manière. Il pourrait faire un petit stage en France, du coup, de savoir-être. Non, mais du coup, c'est après cette expérience que tu t'es dit, en fait, j'ai envie de rentrer... Alors ouais, du coup, j'ai un peu digressé, mais du coup, après ça, donc, j'ai grosse fatigue physique et mentale. Je m'étais mis beaucoup de pression parce que j'ai tourné un documentaire aussi là-bas. J'avais un filmmaker sur place, donc il y avait des enjeux financiers, etc. Donc là, le documentaire, il est en cours de route, là. J'avais le business à faire tourner quand même, mais j'avais 2 heures de bande passante, tu vois, alors que j'aurais préféré me reposer. Donc ça va, moi je peux mettre en pause tout ça, mais j'avais envie de documenter, de raconter aux gens. Donc entre les 2 trainings, il fallait que j'écrive un post sur les réseaux sociaux, que je publie, etc. Que je réponde à 2-3 mails, que je passe 2-3 appels de temps en temps. Même si j'avais quand même bien dégagé mon agenda. J'avais les attentes aussi. Les attentes envers moi-même, les attentes des gens, les attentes de mes coachs, les attentes de mes abonnés. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui attendaient les résultats, quoi. Ça te met une petite pression quand même. Et en fait, après tout ça... Attends, mais il y en avait même d'autres. Il y avait la pression du poids, parce que le jour même, il fallait que je sois au poids parfaitement. Donc, c'est-à-dire que les derniers jours, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le sel. Je me suis rendu compte que j'avais une addiction profonde au sucre. J'en pouvais plus, j'avais envie de monter sur le ring pour m'éclater un gâteau au chocolat après, quoi. Et c'est que le dernier jour que tu as dû arrêter de manger du sucre ? Non, la dernière semaine. La dernière semaine, ok. Trop dur. Parce que en fait, quand t'es sportif de haut niveau, c'est tout le temps presque, quoi. Et franchement, à la vie de sportif de haut niveau, là, j'ai compris ce que c'était. Et j'ai un respect mais monumental pour ces gens-là, quoi. Et encore plus pour les boxeurs, parce que eux, ils souffrent encore plus au quotidien. Peur de la blessure aussi. Imagine tout ce que j'avais investi dedans, et d'un coup, tu te blesses 3 jours avant le fight. Tu peux pas combattre. Moi, je me suis pris un énorme coup aux côtes. J'ai failli me fêler une côte 4-5 jours avant le fight. J'avais trop peur de pas pouvoir combattre. Je suis allé au combat, j'avais encore une blessure au pied, etc. Donc, mais en fait, c'est le jeu. Là-bas, l'adage, c'est no pain, no Muay Thai. Tu vois. Tout le monde part au combat, il a mal quelque part, c'est sûr. Donc, beaucoup de pression vis-à-vis de tout ça. Quand le fight est passé, donc j'ai perdu le combat.
Mais j'ai perdu au round 5, en gros, et sur le départage du jury. Je pense qu'on était à peu près ex-aequo. Tout le monde disait, en gros, vous êtes bien rendu les coups, etc. Mais moi, j'étais beaucoup plus brouillon et lui, était beaucoup plus joli. Tu vois, il avait un beau style. Et tu valorises ça. Et après, bon, il y en a qui disent que ça favorise aussi les tailles plus que d'autres. Parce qu'il y avait 6 étrangers, ils ont tous perdu sur les 7 fights. En gros, il y avait un fight taille contre taille. Ensuite, c'était des tailles contre des étrangers. Ce qu'ils appellent des farangs. Et tous les farangs ont perdu. Probablement que peut-être sur un ou deux combats, égalité aurait pas été choquant, tu vois. Peut-être pas gagnant, mais égalité. Bon, peu importe. Moi, quand je suis sorti du fight, j'étais tellement heureux d'avoir survécu, de ne pas m'être pris un KO round 1 face à un mec, ça faisait des années qu'il faisait du Muay Thai. Moi, ça faisait 1 mois que j'étais en mode... et d'un coup, toute la pression est repartie. Et d'ailleurs, on s'est fait un gros câlin avec... Il y a énormément de respect dans le Muay Thai. Tu vois, c'est les mecs qui, je disais, ils se mettent cher tout le temps, etc. Mais après un combat, ils vont se mettre à tes genoux, ils vont te saluer, etc. Il y a énormément de respect. Et le mec m'a dit, t'as pas gagné le combat, mais t'as gagné mon cœur. Du coup, tu combats comme un lion, quoi. Oh, c'est gentil. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou, après qu'il t'ait tapé dessus pendant 5 rounds. Exactement. Donc c'était un truc de fou. Et là, d'un coup, toute la pression est retombée. Et là, je me suis dit... Ah ouais, là, je me suis mis cher, en fait. Pendant une semaine, j'ai plus eu envie d'écrire, alors que c'est vraiment ma passion numéro 1, quoi. Plus que de voyager, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Là, j'avais plus envie de rien faire. J'avais plus envie de partager rien sur les réseaux sociaux. J'ai continué un peu parce que j'avais des posts déjà prêts. Donc, je l'ai publié. Mais j'écrivais plus rien. J'ai coupé Instagram. Et pour la première fois depuis plusieurs années, j'ai voyagé juste pour le plaisir de voyager, par exemple. Sans me dire, tiens, c'est quoi le storytelling derrière ? On connaît tout ça, un peu les créateurs de contenu, on fait des choses, mais derrière, ça travaille quand même si c'est pas une intention première, ça travaille toujours, dire comment je vais raconter ça, ou est-ce qu'il y a un héros business derrière ou autre. Là, j'ai coupé, et je suis redescendu en pression. Et je me suis dit, ouais, ok, là, j'ai peut-être besoin de m'ancrer physiquement quelque part pour avoir un lieu pour revenir, me reposer, partager et préparer d'autres aventures, parce que je veux faire des choses de plus en plus ambitieuses. Tu vois, là, je vais partir au Groenland, par exemple. C'est quelque chose qui se prépare, quoi. Et jusqu'à alors, j'ai pas de lieu, je navigue à droite à gauche, des Airbnb, des trucs, des camps. Donc j'ai besoin d'ancrage physique. Je pense que j'ai besoin d'ancrage intellectuel aussi. Après 3 ans à vagabonder, là, je vais faire l'exercice du livre cette année. Je pars au Groenland 3 mois pour écrire mon livre en isolement. Parce que j'ai besoin de poser vraiment mes idées de tout ce que j'ai appris sur ces 3 dernières années. Tu vois. Pourquoi au Groenland ? Je suis très inspiré par Sylvain Tesson. Il a écrit un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, où il part 6 mois dans le lac Baïkal pour expérimenter le silence et la solitude. J'ai adoré cette histoire. Et quand je me suis dit que c'est à mon tour d'écrire mon livre, je me suis dit, il faut que j'ai froid, il faut que je sois isolé, il faut que je sois dans le silence. J'ai eu plusieurs choix. Je trouvais que le Groenland, c'était assez épique. Ça me plaît bien. Et je trouve ça rigolo d'être un vlogueur français au Groenland. Enfin, je sais pas, c'est assez original, quoi. Donc je vais faire ça. Donc un ancrage intellectuel et un ancrage mental. Ça fait 3 ans que je mène une vie un peu chaotique, quoi. J'ai beaucoup de mal, donc j'ai fait énormément de progrès, beaucoup d'intentions sur la création d'un cercle proche. Donc ça, c'est cool. Vraiment, j'ai des amis, j'ai un cercle qui est très solide et c'est incroyable. Je suis très reconnaissant de ça. Mais ma vie amoureuse, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est dur d'avoir des relations profondes. Au début, j'ai voyagé avec mon ex pendant plus d'1 an. C'était incroyable. Après, on a choisi des chemins un peu différents. On voulait plus voyager vraiment de la même manière. On n'allait plus forcément aux mêmes vitesses. Et depuis, c'est super dur, quoi. Alors, je vis plein de romances éphémères, c'est génial. Mais j'ai pas d'ancrage, tu sais, stable, émotionnel, quoi. Et là, je sens que plus mes projets deviennent fous, et tu vois, en revenant du Muay Thai, je pense que j'aurais aimé avoir un ancrage émotionnel à ce moment-là. J'ai eu la chance d'avoir des amis sur place, c'était déjà fou. Mais il y a des moments où tu te dis, bon, j'aimerais bien construire un petit peu plus d'autres choses maintenant. Puis je pense que c'est des phases de vie aussi. Ouais, je pense aussi. J'ai reçu Charles Villa aussi sur le podcast. Et lui, il me disait, en fait, c'est impossible pour moi d'avoir pour l'instant une relation amoureuse parce que j'ai pas envie d'imposer ça à ma compagne. Enfin, tu sais, quand tu pars en reportage de guerre en Ukraine, etc. Ouais. Enfin, et voilà, il dit c'est un choix, c'est pas ma priorité. Et puis, fine, quoi. Mais donc, toi, si tu ressens le besoin de en effet t'ancrer et de nouer des relations plus durables, c'est cool que tu nous partages le fait qu'en fait, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est que forcément, quand tu dois mener cette vie assez folle, à 200 à l'heure à travers le monde, c'est pas compatible avec toutes tes attentes ou tous tes espoirs concernant ta vie personnelle aussi, quoi. Du coup, ça demande de faire des choix forts de vie. Et parfois, tu te dis, ah oui, mais en fait, là, je pensais que c'était comme ça que je voulais vivre pendant longtemps. Bon, moi, je vais y revenir. Par exemple, là, je prends une décision. À partir de 2023, je vais faire une, ou peut-être 2, mais une grande expédition par an de 100 jours. J'aime bien 100 jours, c'est 3 mois, enfin ça fait plus de 3 mois, mais du coup ça fait 3 mois je peux vivre ça.
je vis mon truc pendant 3 mois et après je peux revenir. Je peux écrire un livre pendant 3 mois, tu vois, faire un film avec le filmmaker, etc. Après, j'ai 6 mois pour éditer, etc. et distribuer, faire les conférences, les podcasts, les interviews, etc. Donc je me dis c'est un bon rythme et entre-temps, je peux peut-être me partir un mois faire un truc un moment, quoi. D'accord. Et là, ça me permet de me créer un système où je continue de faire ce que je fais, je me réorganise mon quotidien pour pouvoir faire des choses à la fois plus ambitieuses, mais en même temps en ralentissant sur la cadence, le rythme, et me dire en fait, c'est pas grave, j'ai pas besoin de publier 10 challenges par an. Si j'en fais un qui m'apprend des trucs de ouf et qui me fait grandir, et que je suis capable d'écrire un livre et un film par an, c'est déjà super, quoi. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est mes objectifs. Enfin, à partir de 2023, je vais essayer de faire ça. Et est-ce que tu as déjà écrit les 100 challenges que tu as envie d'accomplir ou tu mets à jour un peu chaque année J'ai rien d'écrit. T'as rien écrit, d'accord. Il y a des idées, j'ai envie d'aller 100 jours chez les moines Shaolin, 100 jours en Antarctique. Chez les moines Shaolin? Shaolin, ouais, en Chine. D'accord. J'ai trop envie d'aller vivre Quelle est leur vie. leur particularité? Des vrais guerriers aussi. Ils font 9 heures de kung-fu par jour, mais c'est pas du tout. Enfin, le but, c'est pas de faire un sport de combat, quoi. C'est plus de l'art. Ils sont dans une vraie quête, pareil, spirituelle, interne. Ils se rasent le crâne. Il n'y a pas de filles là-bas. Enfin, c'est très particulier. Ils sont végétariens, ils dorment sur des lits en bois. Et tu passes beaucoup de temps à t'entraîner. Donc, tu entraînes ton corps, tu entraînes ton esprit. Je rêve d'aller là-bas. Ça fait 3 ans que je vais y aller, mais les frontières sont fermées encore avec la Chine. C'est en train de se déconfiner, à voir. J'ai très envie de faire un projet de documenter à quoi ressemble le fait de vivre avec les moines Shaolin, quoi. J'ai très envie d'aller en Antarctique, j'ai très envie d'aller au Népal pendant 100 jours aussi. J'ai très envie de... Je sais pas, il y a plein d'idées. Par contre, je me mets aucune limite. C'est vraiment les intentions du moment, peut-être parfois les opportunités, les gens que tu rencontres. J'ai très envie de peut-être recombattre aussi, mais peut-être de tester d'autres sports de combat, peut-être faire de la boxe anglaise ou je sais pas. Voir un peu d'autres univers, tu vois, parce qu'entre faire du Muay Thai en Thaïlande et de la boxe anglaise à Cuba, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même manière de faire. D'ailleurs, je crois, alors à vérifier, mais il me semble que Cuba n'autorisait pas les femmes à combattre au JO. Pour autant, je crois qu'ils ont le record de médailles, c'est un peu la Mecque de la boxe anglaise. Et là, pour le 2024, les femmes vont être autorisées à venir se battre et probablement péter la gueule à tout le monde. Bon, j'espère, on suivra ça de près. C'est cool. Est-ce qu'il y a une expérience, un challenge, un défi qui t'a déçu, dans le sens où c'est vrai que moi, je prends de plus en plus conscience du différentiel entre le rêve et la réalité. Et c'est un écueil, je trouve, que les réseaux sociaux accentuent. Parce que, en fait, on peut vraiment fantasmer un rêve, alors qu'en fait, quand tu le vis, soit tu n'avais pas pris en considération en fait, tous les travers de ce défi-là, soit juste c'est pas à la hauteur de tes attentes. Enfin, est-ce que tu as beaucoup ressenti ça? En fait, je pars avec assez peu d'attentes, quoi, quand je fais mes trucs. Tu vois, je me dis, ok, je vais aller marcher 7 jours dans le Sahara, puis advienne que pourra, quoi. Donc après, j'essaie juste d'en tirer les leçons de ce que j'ai fait. J'ai pas de truc qui me vient d'un coup, tu vois. Ouais, y a rien où tu te dis, là, franchement, j'aurais préféré ne pas y aller, quoi, ou ne pas le faire. Non, je pense pas. Je suis content de toutes les aventures que j'ai vécues. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, tu vois, évidemment. J'essaie de me remémorer un peu des trucs que j'ai fait, mais... Bah, franchement, si c'était le cas, à mon avis, ça te viendrait vite, tu vois. Donc, ouais, c'est assez beau de se dire que sur 45, en vrai, tu regrettes pas, quoi. Il y a des trucs que j'ai fait où je me disais, c'est peut-être pas assez ambitieux, tu vois. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de moi. D'accord. Mais souvent je pousse, après du coup je reprends le truc, je me dis ok, je vais essayer d'aller plus loin moi de mon côté. Ouais, par exemple l'apnée, j'ai commencé, j'ai fait un challenge où j'ai fait 3 minutes d'apnée en me disant en fait dans ta tête ça a l'air déjà fou de tenir 3 minutes en apnée. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était principalement de la théorie, comprendre les mécanismes et un travail mental, et au bout d'une heure je suis passé de 1 minute à 3 minutes 15 d'apnée. Si je te fais une initiation en apnée, tu vas probablement tenir plus de 2 minutes, tu vois, peut-être même 3, peut-être même plus. Et un pote, je fais une initiation, il a tenu 4 minutes en apnée. Bon, après il mesure 1m90, il a des poumons de baleine. Mais quand je suis sorti de là, je me suis dit, bon, peut-être que c'était pas suffisamment ambitieux, tu vois. Peut-être que j'aurais dû m'entraîner pour arriver jusqu'à 4 minutes. Parce que tu retires aussi une certaine satisfaction du record ou... Parce que tu vois, on pourrait se dire, en vrai, si le challenge ou l'envie, c'est juste d'apprendre l'apnée, de découvrir ce que c'est que d'être sous l'eau, si c'était sous l'eau, et de pas respirer et d'être seul avec toi-même, parce que c'est ce que j'ai entendu, moi, de la part d'apnéistes. Est-ce que tu as forcément besoin de faire 4 minutes, 5 minutes En fait, le temps importe peu. Ce qui importe, c'est l'effort que tu mets pour y arriver. C'est un peu dépasser tes limites. Ah ouais, moi, ma quête, c'est de dépasser mes barrières mentales. Donc là, t'en dépasses une, parce que c'est déjà une barrière de te dire, ah oui, je pensais que j'étais capable de tenir qu'une minute en apnée. En fait, je suis capable de beaucoup plus. Mais je me suis pas entraîné pour arriver à un autre sommet. Donc pour pallier à ça, après, je suis tombé dans le freediving. Donc je suis allé faire de la plongée en apnée.
Et j'ai plongé jusqu'à 35 mètres en apnée. Et là, je suis allé arriver à 4 minutes d'apnée statique, etc. Et là, je suis allé beaucoup plus loin quoi, dans le truc. J'ai passé une semaine à m'entraîner à fond. Après, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de France de freediving. Donc j'ai fait des rencontres incroyables. J'allais plonger avec Stéphane Tau, qui est vice-champion du monde. C'était fou, quoi. Et là, eux, ils m'ont amené dans d'autres sommets où vraiment que je suis en pleine conscience pour aller à plus de 30 mètres, où tu as atteint le volume résiduel au niveau de tes poumons. Ils sont divisés par 4. Le volume de tes poumons, tu as une pression considérable. Bon, c'est plus la même limonade, quoi. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, là, j'ai été ambitieux avec moi-même. Et quand tu le fais, tu ressens t'es plus fier, quoi. Tu sais, c'est un peu le all greatness comes from suffering. Tu vois, c'est à travers l'effort que tu crées de la grandeur. Si grandeur et la quête, encore une fois. On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de. Mais toi, c'est ce qui te motive, quoi. Et c'est totalement compréhensible. Ouais. Écoute, des petites dernières questions. J'ai bien envie qu'on aborde quand même aussi le sujet financier, du coup, parce que peut-être que certains et certaines se demandent comment tu fais pour gagner des milliers d'euros par mois en travaillant quelques heures par semaine. Tu peux nous présenter dans les grandes lignes comment tu as découvert cette méthode, on va dire, et ce qui en fait le fonctionnement aujourd'hui. Petit disclaimer, déjà, moi je suis parti, j'étais déjà un entrepreneur, tu vois, j'avais déjà un peu d'expérience, j'avais déjà testé beaucoup de choses. Même si j'avais pas été un bon entrepreneur. Ce qui compte, c'est les enseignements qu'on en retire. Ouais, je suis pas parti quand même fleur au fusil. J'avais un peu de tout de côté aussi. Je pense que quand je suis parti, je devais avoir quoi, peut-être 20 000 euros de côté, peut-être 30 000, je sais plus. Mais bon, j'avais quand même un petit matelas de sécurité. Je pense que au max, j'ai dû descendre de 10 000 euros, tu vois. Parce que je faisais quand même du cash, je testais des trucs, etc. Donc probablement, mais dans ma tête, je m'étais dit, ok, si j'ai 10 000 euros de côté, tant que je suis pas à zéro, je peux continuer, tester et aller à fond, quoi. Parce que j'avais ma sécurité de me dire je peux rentrer chez moi et je vais pas mourir. J'ai la chance d'avoir un toit avec une famille qui m'aime et une maman où j'aurai un lit et qui me fera un repas le jour où j'ai 0 euros sur mon compte et que c'est la merde de partout, tu vois. Donc c'est quand même une sécurité, ça. Donc je suis parti avec ça quand même, parce qu'on part tous avec des backgrounds un peu différents. Ensuite j'ai testé plein de trucs, j'ai mis je pense 2 ans avant de commencer à bien monétiser. J'ai galéré pendant 2 ans. Vraiment, c'est dur de monétiser une activité créative au début, surtout au début où tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Et toi, tu sais pas trop ce que tu fais aussi. J'ai mis longtemps à comprendre comment communiquer, quelle était ma valeur, quels étaient mes éléments différenciants sur lesquels je pouvais, tu vois, apporter de la valeur à d'autres gens parce qu'ils savaient pas le faire. Et après, je me suis construit un modèle économique qui maintenant repose sur plusieurs piliers. Donc, le premier, c'est la publicité via YouTube, TikTok et l'affiliation aussi sur mon blog. L'affiliation, c'est quand tu rediriges des gens sur un lien, par exemple, d'un produit que tu utilises et tu vas toucher une commission si jamais ils achètent. Je le fais très 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 peu parce que mes articles de blog sont pas du tout, par exemple, SEO friendly, c'est-à-dire ils sont difficiles à trouver sur Google. C'est plus les gens qui me lisent, qui me connaissent, qui vont aller lire mes articles. Je veux pas m'embêter avec la forme, quoi. Donc j'en fais très peu, mais je le fais sur quelques trucs que moi j'utilise. Donc ça me ramène un peu de revenus. En 2023, peut-être, je sais pas, 5 à 10%, quoi. Pas énorme. Mais je vais essayer peut-être de pousser ça en 2022, pardon. Je vais essayer peut-être de pousser ça en 2023. Ensuite, il y a les partenariats, les sponsoring. Donc, parfois, ça m'arrive de faire des petites campagnes d'influence sur YouTube, parfois sur TikTok, parfois sur LinkedIn, des fois sur le blog aussi. Des partenariats où des gens, par exemple, ils ont besoin d'un visage pour leur vidéo TikTok ou autre, et ils me payent pour que je sois un peu acteur chez eux d'une certaine manière. Dans les partenariats, on peut mettre plein de trucs. J'ai fait plein de trucs un peu différents. Voilà. Au plus on est visible, au plus on a de sollicitations et au plus on peut tester des choses. Sachant qu'on n'est pas obligé, d'ailleurs quand on démarre au début, on peut faire des partenariats même si on n'a pas des grosses communautés. Parce que par exemple, créer du contenu, c'est quelque chose de très chronophage et qui coûte très cher. Et si toi tu voyages et que tu fais ça, bah, tu peux dire à un Airbnb, vas-y, je te prends des jolies photos de ton appart, je vais tester pourri, tu m'accueilles gratos, quoi. Il y a des choses à creuser, quoi. Si on est un peu malin, on peut... C'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi parfois ne pas en dépenser. Bon, il y a des choses comme ça. Ensuite, j'ai fait des conférences. Donc au début, comme je te disais, je faisais une conférence sur apprendre à apprendre. Après, j'en ai fait une qui s'appelle Dépasser vos barrières mentales. Et là, après le livre, j'aimerais en faire une autre. Moi, je raconte plus mes aventures sur la peur, sur la mort aussi, ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Ça, je pense que c'est... Et je fais aussi un peu de coaching parfois en création de contenu pour des entreprises. J'ai pas d'offre claire, mais parfois, elles me contactent, elles me disent comment c'est possible, tu publies autant sur TikTok, sur YouTube, tout ça, alors que t'es solo et que tu voyages tout le temps, quoi. Enfin, c'est quoi Moi, j'ai créé des systèmes qui permettent d'être une vraie machine à contenu malgré... en prenant assez peu d'efforts, quoi. Tu vois, je vais écrire un post sur LinkedIn, ça va devenir un script, je vais le réarranger ensuite, venir une vidéo YouTube, puis après je vais redistribuer ça sur toutes les plateformes, etc. Bon, c'est une des manières de faire. Donc parfois j'accompagne des boîtes à le faire pour eux, avec leur stratégie de contenu. Ça, je pense que c'est 20% de mes revenus. Les partenariats, 30-40%.
Et enfin, j'ai l'atelier d'introspection dont je parlais, ce petit produit en ligne, où j'ai beaucoup itéré ça. Il y a eu plein de versions. Tu vois, au début, je faisais des Google Docs pour mes potes, des exercices pour qu'ils apprennent à se connaître, parce qu'ils venaient tout le temps me voir. Et à la fin, je crois que sur mon drive, j'avais 20 Google Docs pour 20 potes différents qui me demandaient des pistes sur eux, comment vivre une vie plus intentionnelle. Donc là, je me dis, moi, je suis un entrepreneur, je vois ça, je fais, oh, ça clignote là, qu'il y a du business à faire, tu vois. Donc après, j'ai testé, j'ai fait un PDF, je l'ai envoyé gratuitement aux abonnés de ma newsletter. Il a été, je sais pas, plus de 50-60% de mon audience avait ouvert le mail, avait cliqué sur le PDF. 80% des gens avaient cliqué sur le PDF, quoi. Je me dis, pareil, c'est un truc énorme, quoi. Tu te dis, ouais, les gens, il y a un vrai besoin de quête de sens, quoi. Et après, du coup, j'en ai fait une petite plateforme en ligne. Au début, je testais. Ma proposition de valeur, c'était 33 niveaux pour apprendre à se connaître. Très mauvais, quoi. C'est devenu 40 jours pour trouver sa voie, à force d'itérations successives. Et maintenant, c'est devenu une part non négligeable de mes revenus. Ouais. Je pense, 30%, quoi. Ok. Voilà. Donc, dès le début, tu as mis en place une diversification qui te permet de pas avoir j'imagine d'avoir l'esprit plus tranquille aussi, parce que tu sais que tu ne dépends pas que d'une seule source de revenus, quoi. Ouais. J'ai testé beaucoup de choses. En fait, c'est un peu le paradoxe de se dire au plus je suis diversifié, au moins je prends de risques. Au plus je suis diversifié, au plus je disperse mon attention aussi, et au moins je suis bon dans quelque chose. Donc moi, j'ai ma petite formation, enfin mon petit atelier là est très bien, ça suffit, tu vois. Je mets pas énormément d'efforts dessus, je traque pas tout. En même temps, je vis mes aventures, et du coup, je peux avoir un partenaire dessus parce que ça me demande pas forcément beaucoup plus d'efforts. Donc j'ai un peu ce système-là, mais je suis pas certain qu'il faille le répliquer. Je pense que c'est à chacun de tester, de trouver là où il est bon, là ce qu'il aime faire aussi, et tester. Test and learn, ça prend du temps. C'est dur de monétiser une activité créative. J'ai pas envie de mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Moi, j'ai mis longtemps et j'avais des bonnes conditions pour le faire. Donc, Mais bon, en effet, l'itération permet de s'approcher le plus possible du modèle idéal. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, vu que tu nous as quand même parlé 2-3 fois de la mort, t'as déjà approché la mort ? Est-ce que j'ai déjà failli mourir ? Ouais. En vrai, c'est un miracle que je suis encore vivant. Déjà, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bêtises. Je passais mon temps à grimper sur les toits. J'adorais ça, j'adorais regarder les couchers de soleil, etc. Une fois, je suis tombé d'un toit. Je me suis rattrapé par une jambe sur une barrière, quoi. C'est un miracle, genre. Ouais. Et mes potes m'ont récupéré, etc. Ce jour-là, j'aurais pu finir tétraplégique ou me mourir. C'était pas très haut, mais ouais, je suis tombé tête en arrière. Je me suis rattrapé avec une jambe. Ah ouais. Donc ça, c'était chaud. Après, pareil, quand tu plonges à plus de 30 mètres en apnée, tu mets quand même ta vie sur le fil. Pour autant, tu augmentes à chaque fois ta zone de confort, tu vois, pour arriver là où tu es censé aller. Il y a un concept de développement personnel que j'aime pas, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais, moi trop. non plus. Ça me rend fou. En fait, t'arrives dans une zone de panique, t'es certain de pas kiffer ton expérience, et en fait, tu vas dire c'est pas fait pour moi, tu vois. Si t'as peur de l'eau, si je te demande de plonger, je te largue d'un bateau avec ta peur des profondeurs, je dis vas-y plonge en apnée, ça va pas le faire. Pourtant, j'ai une amie qui avait peur des requins dans son bain, quoi, tu vois, elle en était là. On a fait toute une initiation avec justement Stéphane Taureau, vice-champion du monde de freediving. On a pris le temps, elle a mis les pieds dans l'eau, puis machin, puis très progressivement, tu vois, elle s'est mise sur le dos, puis après elle a mis le masque dessus, etc. Au bout d'une heure, elle était déjà à 5 mètres en apnée. Incroyable. Et après, elle a fait le stage avec nous, elle arrive à 15 mètres. Donc ouais, le but, c'est d'étendre sa zone de confort plutôt, quoi. L'élargir, en fait. Tu vas toujours à la limite, ce qu'on appelle la learning zone, quoi, la zone d'apprentissage. Et là, tu te dis, bah voilà, là, je vais toujours à ma limite, et je pousse, jusqu'à arriver à un truc. Et si tu vas trop loin, ben là, c'est là où tu peux paniquer. Il y a des fois, je suis allé grimper un pic au Kirghizistan. C'était, je sais pas, genre à 4000 mètres, 3008 peut-être. C'était pas énorme, tu vois. C'était zéro préparé, quoi. La nuit est tombée, etc. Et j'étais là, je dis, oh merde, putain, j'ai pas de temps, j'ai pas d'affaires et tout. J'étais pas du tout prêt. J'ai eu la chance de croiser des porteurs russes d'un autre groupe de touristes qui m'ont dit, ok, on a une tente pour toi, tu peux dormir là et on peut te faire à manger, quoi. Sinon, ça aurait été la merde. Hein. Ah ouais. Et j'étais dans le fin fond du Kirghizistan. Bref. Donc t'as eu ces approches-là, mais qui ne t'ont jamais tellement, comment dire, vacciné. Non. En fait, cette quête de dépasser ses barrières mentales, c'est très lié aux peurs. Moi, j'aime pas trop l'idée de combattre ses peurs. J'aime bien l'idée de les accepter plutôt et de faire plus qu'un avec. Parce qu'il faut... En fait, c'est bien d'avoir peur. La peur est une émotion positive. C'est juste qu'on l'a diabolisée. Mais si t'as peur, ça veut dire qu'il y a un enjeu, ça veut dire que t'es en train de faire quelque chose d'important pour toi, ça veut dire que c'est là où tu dois être. Si tes rêves te font pas peur, c'est qu'ils sont peut-être pas assez ambitieux. Donc moi, quand j'ai peur, je me dis, ah, c'est cool. Tu vois, j'ai super peur avant de monter sur un ring de Muay Thai sans protection contre un taille, tu vois. J'ai l'impression quand même que tu dissocies, que tu associes la peur au stress.
Parce que Alors, ça a peur de moi, te je te faire dis, démonter, là. quand t'es une meuf et que tu rentres toute seule le soir et que t'es su par un mec, t'as peur et c'est pas une émotion positive. Hein. C'est vrai. Alors que pas cette peur-là. quand tu montes sur un ring avant un combat, t'es stressé. C'est du bon stress, quoi. Mais t'as peur aussi. Ok. T'as peur de te faire ouvrir, oui, c'est quoi. vrai, t'as peur. T'as Ouais, peur de ouais. repartir avec 15 points Ouais. de suture. En Oui, Thaïlande, c'est t'as vrai. même t'as même des primes au point de suture, quoi. Tu gagnes 500 bahts par point de suture dans les petits stadiums. Pas là où j'ai combattu, mais dans certains, quoi. Donc les mecs, ils veulent te mettre des coups de coude pour. Je veux dire, ça fait flipper, hein. Oui, il y a du stress du combat, etc., de l'attente des gens et tout, mais non, c'est aussi des peurs. Oui, je pense qu'il faut distinguer les peurs. Pareil, t'as un lion devant toi qui t'agresse, bon, t'as peur pour ta vie, là. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu peux le transformer parfois en émotion. Parlons des peurs stimulante, quoi. des peurs... On a envie de faire des choses, mais on a peur, quoi. Tu vois, ça, je pense que c'est une émotion qui est positive. Si t'as envie de faire quelque chose et que ça te fait peur, alors vas-y. Et donc, c'est très lié à la peur de la mort, souvent. Par exemple, quand t'as peur de manquer d'argent, on parlait de modèle économique tout à l'heure, en fait, t'as peur de perdre de paraître pauvre, de peur de paraître ton statut. On peut tous vivre... Enfin, moi, j'ai vécu avec 500 €, je mangeais des pâtes, tu vois, j'étais étudiant, je survivais, quoi. Et comme je te dis, j'ai un endroit où revenir, où je vais pas mourir. Donc, en fait, c'est plus une peur de perdre ce qu'on a construit, etc. C'est très lié au jugement des autres. C'est pareil, la peur de manquer de compétences, de pas se sentir légitime. T'as peur de monter sur une estrade et de dire de la merde et de paraître pour un con, quoi. Pareil, peur de l'échec, tu vois. T'as peur de ce que les gens diront parce que t'as pas réussi. Donc, c'est très lié à la peur du jugement des autres. Le jugement des autres qui est très lié à la peur de la mort. C'est dans Sapiens, Harari, il parle de ça. Il dit que nous, on est des animaux sociaux qui vivent en tribu depuis très longtemps. Et on est très nuls pour survivre en solo. Et si tu es le mec qui fait chier tout le monde dans la tribu, tu es exclu de la tribu. Et donc, tu meurs, quoi. Parce que t'es pas capable de survivre tout seul dans la forêt. Si tu prends un chimpanzé et un homme, tu le mets dans une jungle. Moi, je parie sur le chimpanzé en termes de survie. Je parie pas sur l'homme. Donc c'est pour ça qu'on fait autant attention au jugement des autres. Par contre, le paradigme a changé. C'est-à-dire qu'on peut descendre en bas de chez nous, acheter un peu à manger, on peut voyager, il y a Internet. En fait, on n'est plus confiné dans notre tribu d'origine, donc on peut choisir notre tribu. C'est ça le pouvoir du 21e siècle. On peut choisir les gens auprès de qui on recherche de la validation sociale. C'est pour ça que je te parlais que j'avais mis beaucoup d'intentionnalité dans le fait de construire mon cercle proche. C'est eux, leur jugement compte beaucoup pour moi. Me faire insulter sur les réseaux... Si tout est pas, enfin, j'écris pas pour toi, tu vois, si jamais t'es pas content avec moi. Parce que j'ai fait cet effort-là. Mais du coup, le jugement des autres très lié à la peur de la mort, et donc cette peur de la mort qui est quotidienne, qui nous poursuit un peu de partout, quoi. Et donc, très abstraite. Qui est très abstraite, et donc j'ai l'impression qu'en fait, cette quête de affronter ses peurs, c'est un peu accepter ses peurs, c'est-à-dire accepter sa propre mortalité, sa propre finitude, se dire que notre mort n'aura rien de remarquable, ce qui est un peu déprimant. Moi, je suis peut-être un peu nihiliste là-dessus, mais ça me motive du coup à faire les choses qui sont importantes maintenant et à me dire je vais essayer de vivre le plus largement possible, peut-être pas le plus longtemps possible parce que je prends des risques, peut-être que je vais mourir un jour, mais j'aurai pas de regrets sur mon lit de mort, et ça c'est le plus important. Très, très beau mot de sagesse. Écoute, j'ai 3 dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais recommander une ressource aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre qui t'a marqué, un film, un podcast, qu'est-ce que tu recommanderais? J'en ai parlé tout à l'heure, mais How to Live de Derek Sivers. Ok, je le mettrai dans les notes du podcast. Pour le pitcher très rapidement, chapitre 1, être indépendant is the way to live. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? Toute la misère du monde vient de la dépendance, donc il faut que tu sois indépendant de tout ce que tu fais. Ça veut dire, par exemple, dans les relations amoureuses, soit tu fréquentes un partenaire différent tous les soirs, soit tu n'as pas du tout de partenaire. Dans ton business, il faut qu'il soit hyper résilient, etc. Il faut que tu ne sois pas lié à un endroit spécifique de lieu de vie. Ok, chapitre 2, l'engagement, commit. Tout l'inverse. Choisis quelqu'un, marie-toi, et des enfants, et une maison. Commit dans tout ce que tu fais. Reste 40 ans dans ton job, etc. D'autres chapitres, il se contredit. C'est 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre à la question How to live. Ah oui, c'est vrai. Ah donc ça fait vraiment réfléchir, quoi. En fait, il va pousser dans l'extrême qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon ce principe-là. Par exemple, vivre selon le principe du hasard. T'arrives au resto, tu choisis un truc au pif. Tu vas en vacances, tu choisis un truc au pif. Ou alors, tu vas poursuivre la douleur tout le temps. Tu vas jamais prendre les escaliers, tu vas jamais prendre l'ascenseur, tu vas toujours monter les escaliers, même s'il y a 18 étages, tu vois. Tu poursuis la douleur. Ou alors, tu vas essayer de rien faire. D'être très, très zen, paisible. Ou alors, tu vas chercher à construire quelque chose sur le très long terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout ce que tu fais, toutes tes actions sont pour ton héritage, etc. Il y a plein de manières de vivre. Ou alors, tu vas chercher à être riche ou à être un pionnier célèbre de quelque chose. Tu vois.
C'est plein de manières différentes et je trouve ça très inspirant parce que ça te montre qu'il n'y a pas de chemin unique, que c'est à toi de construire ta propre popote dans tout ça. Et un petit exercice d'introspection que je propose pour ceux qui veulent lire le livre, c'est à chaque chapitre de dire à quel pourcentage de vie vous identifiez à cette vie-là. Est-ce que vous aimeriez vous identifier plus, c'est-à-dire tester. Et à la fin, vous faites un classement de ces 27 manières de vivre pour dire, ok, alors là, aujourd'hui, c'est ça le plus important pour moi, ça le dernier. Et peut-être un classement des choses que vous aimeriez essayer. Et c'est un livre que j'adore et il est très très bien écrit. Moi, j'adore quand c'est le beau verbe, quoi. Je le mettrai dans les notes. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? Je dirais un garçon, une fille. Un garçon, ce serait Jean-Charles Kurdali, je pense, qui est en train d'écrire un livre sur la vie intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire de bien vivre au XXIe siècle ? C'est un philosophe, le mec il est trop fort. Il a créé une idée, l'idée du philopreneur. Philopreneur, c'est celui qui va entreprendre au service de sa philosophie de vie. En tout cas, c'est ma définition du philopreneur, c'est peut-être pas la sienne. Mais c'est quelqu'un qui est très intentionnel et c'est justement opposé à la vie par défaut dont on parlait au début. Et il a beaucoup réfléchi sur ce sujet. Il est très calé aussi sur le sujet, notamment de la mort, que ça veut dire d'accepter sa propre finitude. Il a passé beaucoup de temps à étudier le stoïcisme, les philosophies anciennes, etc. Et il a beaucoup de sagesse. Et je pense que ça fait du bien, tu vois, de donner la parole à des gens comme ça. Carrément. Voilà. Et pour une fille, je dirais Manon Tournant. C'est une très bonne amie à moi. Et Manon, elle est coach en gestion des émotions. Elle aide les gens, notamment les dirigeants d'entreprise, à accepter leurs émotions et à faire face à leur joie, leur peine, leur colère, leur tristesse. Et elle a un podcast aussi qui s'appelle L'ascenseur émotionnel, dans lequel elle donne la parole aux gens et elle leur pose vraiment des questions sur c'est quand la dernière fois que tu es en colère, pourquoi, etc. Et elle est très douce et j'adore. Elle a une manière de te tirer les verres du nez qui est géniale. Et elle est trop forte dans ce qu'elle fait. Elle a monté un business de fou toute seule, pareil, sur le sujet des émotions, quoi. Okay. Et je pense que pareil, là, en 2023 maintenant, c'est un sujet qui est intéressant de creuser, quoi. Carrément, apprendre à accepter ses émotions et les vivre à fond, qu'elles soient positives comme négatives. Donc, super, 2 belles recommandations. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Eh bien, de vivre intentionnellement. Super. Ouais, simple et efficace. Merci beaucoup Ulysse. Merci, c'était Louise. Hyper chouette d'échanger avec toi. Oui. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige ? C'est Ulysse Lubin sur YouTube, sur ulysselubin.com ou sur Insta, ou voilà, toutes les plateformes. Toutes les plateformes facile, sur LinkedIn aussi, Ulysse Lubin, ok. Ulysse Lubin dans Google, non, ça sort. Okay. J'espère. J'espère aussi, un minimum de référencement. Super, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes challenges et merci. puis à très vite. Super, merci, c'est gentil.